This is real skiing. Real skiing on real mountains, on real snow, on real jumps, on real cliffs. Daily Free Ski Podcast, le podcast volontairement aigri. Salut les aigris, Daily Free Ski Podcast, on est là avec toute l'équipe de Bras Cassés. On accueille pour cet épisode l'homme de l'ombre de Free Ski, celui qui a fondé Don Days, créé le BNI Invitational, participé aux Nine Nights et à l'IF3. Cet inconnu du grand public est devenu l'agent des skieurs les plus prestigieux de la planète, Henri Carlo, Phil Casabon ou Max Palm, avant d'être devenu le commentateur de l'équipe TV le moins apprécié sur les réseaux sociaux. Il a été le premier Européen à devenir juge au X-Games. Il est plus aigri que nous deux réunis, monsieur Raphaël Regazzoni. Salut Raph. Salut les gars, ça va? Ravi de t'accueillir. Pour les gens qui ne te connaissent pas, tu es un peu l'homme de l'ombre. Et puis tu voulais direct t'attaquer par une petite anecdote qu'on a dans le son qu'on a pour lancer le podcast. Raconte-nous un peu tout ça. Votre podcast, il commence avec cette phrase mythique de Tanner du côté de Serre-Chevalier, non, de Vars. Pardon, oula, l'erreur, de Vars. Alors pour l'année, je suis désolé, je me souviens plus exactement de l'année, mais c'était pendant le Red Bull Lancashire. À l'époque, je représentais Don Days, on faisait Don Days TV, pas mal de choses sur place, et je connaissais Tanner depuis très longtemps, et il s'avère que j'ai passé du temps avec lui sur l'événement. C'est passé ce qui s'est passé, c'est-à-dire que ça, on va pas revenir, mais Tanner était bien éméché, et défoncé, et tout ce qu'on veut, sur le moment de la phrase, qui a été captée, on va dire, sur le vif, en voulant peut-être créer le buzz avant qu'on parle de buzz, parce que c'était il y a bien longtemps. Guillaume Desmurs l'a catché sur le moment en lui posant qu'est-ce qu'il en pensait. Et Tanner, c'est pas qu'il se souvenait pas avoir dit ça, mais en gros, il se disait pas que quelqu'un pourrait poster ça. Un journaliste ne pourrait pas poster ça. Ouais, voilà, il y avait une caméra devant lui, le gars il a dit ça, il s'est pas dit c'est un journaliste, il s'est dit c'est peut-être un pote du coin, enfin voilà. Et là, c'était Desmurs, ce qui passe, et résultat de l'événement le soir même. Vidéo postée, limite la vidéo fait plus de buzz que la compète et tout ce qui s'est passé à côté, alors qu'il y avait Serge Johnson, John Petit et tout. C'était assez ouf. Et du coup, Tanner se met bien, on va dire, toute la soirée, quoi. Il voit pas du tout ça. Hein. En fait, ça sort, on n'était pas sur les réseaux comme maintenant. En moins de 5 minutes, on voyait tout ce qui se passait, t'as vu machin, etc. En fait, ça, genre, on mettait la nuit limite à regarder ce qui se passait. Génération Facebook. Ah bah, même Avant, je pense que c'était à l'époque de Facebook, mais c'était vraiment... on n'avait pas direct le partage instantané, vous voyez tout ce qui se passait, les téléphones et tout. Et le matin même, il se lève et je lui dis, ouais, au fait, t'as vu petit partage là sur les réseaux et tout, ce qui a été mis. Il regarde ça, il pète un câble complet. On est dans la chambre d'hôtel, le gars il fait what the fuck, fucking Frenchies, like what the fuck are you doing with me? And I was like, dude, you chill, hein, you go to talk to the dude, he's downstairs. On n'a pas prévu. Et il est parti. Écoutez, non mais après il est parti en bas des escaliers et on était tous dans un hôtel où il y avait un peu tout le monde et là il me dit c'est qui? Bon bah c'est lui là, c'est lui. T'es une balance. La poucave. Tanner c'est mon pote. J'ai jamais dit que Desmurs était mon pote, tu vois. mais du coup On salue Guillaume s'il nous écoute. Guillaume. Et du coup Tanner allait le voir et je sais pas quel niveau d'anglais a Guillaume. Clairement, ou à cette époque-là en tout cas, et Tanner il y est allé vraiment à fond devant tout le monde, à l'américaine, je te prends pas à part pour te parler, c'est au milieu de tout le monde. Il le défonçait au milieu de tout le monde, alors pour savoir ce qu'il lui a dit exactement, mais tu sais c'était genre là je l'énonce. Et il y avait pas encore les réseaux, donc il pouvait pas dire direct sur son Insta ou quoi, défoncer le gars avec tous ses abonnés qui allaient le défoncer, quoi. Il y avait pas ça en face, donc petite anecdote sur ce moment-là, quoi. Putain, on aime bien parce que ça t'est supprimé derrière, hein. L'article il a pas tenu très longtemps, enfin la vidéo a pas tenu très longtemps sur l'article qui passe, ça a été supprimé, mais bon, vu qu'entre temps le buzz est venu parce que c'était rapporté sur Newsschooler, après les gens ont téléchargé la vidéo, donc on la retrouve toujours, mais c'est vrai que 24 heures après il n'y avait plus la vidéo, quoi. Bah il y a un peu un truc comme ça sur Tanner en ce moment, je vous donne un petit truc aussi fun, faudra regarder un peu tous les geeks d'internet, faudra aller faire des tours sur OnlyFans et essayer de trouver Tanner. Il y a une petite vidéo clairement qui est sortie et bon je montrerai à part après quelques screenshots qu'on m'a partagé ce week-end lors des Nines, hein, je n'étais pas au courant mais je traîne avec tous ces jeunes qui sont capables de sortir des trucs et on m'a envoyé les screenshots de certaines vidéos OnlyFans de Tanner, donc il y a d'autres trucs qui traînent sur lui, sur le net, là, je sais pas si elle y est encore ou pas. Donc, En tout cas, c'est assez marrant parce que ça me fait la transition. Tu es devenu manager des athlètes, il y en a pas beaucoup, et du coup, tu dois gérer leur carrière, ça en fait partie aussi, tous les à côté qu'on peut voir. C'est quoi être manager d'un free skieur?
Ça dépend de l'âge. Il y a différentes périodes. On passe de papa avec les plus jeunes à un peu confident quand ils sont déjà un peu plus vieux, et puis après on est proche jusqu'à long terme. Hein. Donc on a plusieurs rôles, ça dépend des personnalités aussi qu'on a en face de nous. On est obligé de s'adapter aux besoins. En fait, il y en a, ils sont complètement indépendants. On s'appelle une fois tous les 3 mois, on sait ce qu'on fait et ça roule par message. Il y en a d'autres, je les ai 3 fois par jour. Donc après, c'est vraiment s'adapter à la personnalité, à la personne qu'on a en face. C'est plein de personnes différentes en dehors d'une personnalité. En gros, on a des gens qui ont des parents qui ont été là très présents et qui le sont encore. Il y en a d'autres, ils n'ont pas du tout eu cette structure-là. Il y en a, ils communiquent pas avec leur famille. Il y en a d'autres, la famille, elle est là tous les jours. Il y a plein de paramètres à dealer, et en dehors des contrats et de tout ce que ça amène au niveau du sport, il y a pas mal de choses. Puis quand on travaille avec des ados, il y a aussi les problèmes d'ados à une période. Il y a des conneries on doit essayer de gérer avec eux, sans se dire on doit le cacher au monde du ski, on s'en fout. Mais il y a des trucs, on rentre beaucoup dans le personnel aussi au bout d'un moment avec ces personnes-là, quoi. Et puis on partage une passion, donc clairement. On échange sur cette passion qui nous amène à parler aujourd'hui, qui est le ski et le snowboard, et on a d'autres disciplines avec qui on travaille, mais on a une passion sur des sports qui fait qu'on a aussi cette connexion et cet échange. Donc, je crois que tu as commencé parce qu'en fait, il n'y en avait pas et il y a eu un besoin. Tu as commencé, si je dis pas de bêtises, mais peut-être c'est pas le cas, avec Henry Carlo. C'était peut-être pas le premier, mais en tout cas, il fait partie des premiers. Pourquoi tu t'es dit, vas-y, je me lance, c'est quoi, il y avait personne et tu t'es dit, vas-y, j'y vais. Je jugeais, je faisais down-day, je créais des événements, j'avais toute cette partie-là. Donc j'avais tout le réseau des athlètes, c'était devenu des potes, des proches comme Henrik, etc. Et je voyais que eux, ils étaient pas contents en fait de la manière dont on s'occupait d'eux. Et parce qu'il y avait très peu de choix, on va dire, dans ce milieu-là, et ce qui est encore un peu toujours le cas. Mais c'est surtout, ils étaient assez malheureux de ça, et les marques ont commencé à se plaindre des personnes avec qui ils travaillaient en disant tu vas perdre ton contrat avec Monster si tu continues à bosser avec ce gars-là. Et du coup, Henrik, Phil, c'est les 2 premiers, ils m'ont approché, ils m'ont dit écoute, nous on aimerait bosser avec toi parce que tu nous comprends, t'es notre pote, t'as une vision, t'as le réseau, t'as le business, etc. Si ça te dit, on fait tout ensemble, les événements, les projets. Et c'est parti de là. Et en fait, c'est monté sur un créneau où on se rend compte que, même aujourd'hui encore, tous ces skieurs, snowboardeuses, même athlètes dans les autres disciplines, ils sont souvent très mal accompagnés dans leur croissance. Alors, on parle pas dans le ski, en tout cas, snowboard, on parle pas de millions, mais dans le foot, c'est pas la même chose. Ils sont très jeunes avec beaucoup d'argent, ils sont très mal accompagnés. Dans ces disciplines-là, c'est pareil. Et en fait, soit ils se font un peu mal gérer parce que c'est les parents et qu'ils osent pas dire non et qu'ils veulent du matos et que machin, etc. Ou alors, en face, tu as des gens, ils s'en foutent de qui ils sont, ils signent des noms en se disant peut-être que lui, ça va marcher, et sans jamais vraiment s'occuper d'eux. Donc voilà, ça a été aussi un opportunisme de business, quoi, on va dire. Mais en tout cas, ouais, t'as plein de cordes à ton arc et on reviendra là-dessus. Comment t'as vu la différence entre manager les tout premiers freeskieurs et les jeunes de maintenant? J'imagine il n'y a pas aussi le même recul par rapport au sport. Qu'est-ce qui a changé? Les réseaux sociaux de merde. Bah ouais, mais tu vois, non, mais clairement, enfin, avec alors, je dis ça, je suis dessus. Alors personnellement, j'y suis pas trop en tant que moi en personne, mais pour le boulot, j'y suis tout le temps. Et eux, dans leur vie, ça a tout changé. En fait, on passait d'une période. En plus, la transition, elle s'est faite avec des gens comme Henrik. En fait, si tu veux, Henrik, quand on a commencé en 2014. Il y avait des réseaux, mais encore une fois, c'était pas fou. Il y avait pas toute cette partie-là. Tu faisais des segments dans l'année, tu diffusais à la fin de l'année. On était encore dans cette période-là, avec les live télé, etc. Et en gros, les réseaux sociaux sont arrivés. Au début, c'était du perso. Tout le monde était là. On met des belles photos, du contenu régulier. En fait, c'était ça le début. C'était on se met des photos cool de nous. Potentiellement, c'est cool dans la journée de poster des trucs avec ton téléphone, mais pas du tout comme c'est arrivé aujourd'hui. Et aujourd'hui, la grosse diff, elle est là. Le sport, c'est le même. Il y a de la progression sportive. On est plus fort, plus jeune, etc. Mais les réseaux sociaux, c'est clairement un truc qui a tout changé dans la gestion d'une carrière de mon côté et eux de leur propre carrière. Aujourd'hui, on a ça dans les contrats. C'est écrit noir sur blanc, des attentes réseaux sociaux sur les contrats qui sont... en fait, ces athlètes-là, je trouve qu'ils font le travail à la place des marques. En fait, à l'époque, les marques créaient des shootings, créaient des contenus marketing qu'ils allaient diffuser sur différents vecteurs. C'était pas aux athlètes de le faire. Eux, ils se concentraient sur ce qui est et amener ce qui fait rêver les gens, là où ils sont bons. Là, aujourd'hui, on leur demande aussi d'être acteurs de la communication de leurs sponsors. Et dans la journée d'un jeune, là, ça lui prend la tête.
Et j'en gère avec des visions complètement différentes. Il y en a, ils kiffent, c'est naturel, machin. Il y en a, ils se sont retirés des réseaux. Ah, et ils ont 21 ans. Et en gros, parce que ils veulent vivre pleinement de leur ski et qu'on arrête de leur prendre la tête à faire des posts et tout. Au moins, il s'est enlevé. J'en ai un très bon exemple. Et il s'est enlevé des réseaux. Il est présent. On le voit sur les compétitions, sur les événements, sur les trucs. Mais il poste plus rien. Et ça choque les partenaires derrière, mais à fond plus que d'être un des meilleurs skieurs sur les événements sur lesquels il est. Quoi. Et toi, en tant que manager, comment tu les protèges de ça? Est-ce que dans le contrat, est-ce que c'est écrit noir sur blanc qu'il doit faire 4 posts par mois ou il doit avoir un certain reach? Comment tu fais, toi? Non, mais ce qui est marrant, oui, il y a ça. Mais en fait, parce que les marques sont obligées de quantifier. Enfin, quand tu as un partenaire, tu es obligé de tout quantifier pour que ça soit écrit noir sur blanc, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, blabla. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y a beaucoup de managers de certaines marques qui sont là en place depuis très longtemps, qui ont aussi cette vision-là, les réseaux sociaux, machin, mais comme c'est leur job, ils doivent vivre avec. Et ils te mettent sur le contrat des postes et tu leur dis, mais c'est pas possible, il peut pas faire tout ça. T'inquiète pas, je vais pas compter ça à la fin de l'année, je vais pas faire un récap et tout. Puis après, tu te retrouves dans des histoires et puis tu vois, il a pas fait les postes et tout. J'ai des sociétés qui sont autour de la table qui ont une autre vision encore. Ça devient très contraignant où on demande en plein hiver, là, l'exemple, il est là en ce moment, en plein mois de février, mars, quand ils sont à fond, de faire des comptes rendus KPI de leurs réseaux sociaux. KPI, c'est les chiffres clés. Voilà. Et ben on leur demande ça en plein milieu de leur saison, plutôt que de dire t'inquiète, on verra ça au mois de juin. Quand c'est fini, va te concentrer sur ce que tu fais. Non, il faut que tu nous sortes les tableaux et on te casse la tête. Et ça devient plus important que d'être performant. Et est-ce que toi, du coup, est-ce que tu pourrais le faire à leur place, en gros, pour soulager? Parce que si ça devient un gros taf, tu pourras embaucher quelqu'un. Je l'ai fait pour Henrik à une période. Je faisais pas les postes à sa place, mais je contrôlais. En fait, c'est quand tu deviens gros comme Henrik, en fait, tu as des demandes, mais tu peux pas tout regarder. C'est pas possible. Tu es obligé d'avoir des gens avec toi pour regarder ça. Donc, je l'ai fait un petit peu. Mais après, ça devient aussi très privé, tu vois, certaines fois, enfin, etc. Donc, j'y touche pas. Et je suis clairement, en plus, un de ceux qui les défendra toujours par rapport à ces problèmes qu'ils pourraient avoir de ne pas avoir fait le job autour de ça. Et on m'aime pas pour ça. Hein. On m'aime bien pour d'autres choses, mais pour cette partie où vous nous emmerdez vraiment beaucoup avec les réseaux sociaux, les posts, les machins, les trucs en plein hiver, je serais leur premier défenseur, quoi. Mais comment on les protège? En fait, ce qui est compliqué, c'est que ça vient pas avec moi ou avec le ski. Ils arrivent aujourd'hui dans le ski avec déjà leur réseau, leur régularité sur leur contenu. Alors ça grossit en fonction de certains. Il y en a, ça reste pareil. Il y en a, ils contrôlent à fond. Il y en a, ils postent tout ce qu'on leur demande. Il y a tout. Mais du coup, le problème, il vient de... ce qui est dur de les protéger par rapport aux partenaires, c'est ces influenceurs. C'est les gens qui vont, comme c'est devenu leur job, eux, dans leur contrat, c'est clairement la partie prioritaire, c'est de faire ça. Et comme eux, ils font le job, les marques, ils pensent que ces athlètes-là, c'est des influenceurs. C'est pas des gars qui vont aller à Natural Selection tout défoncer ou au X Games. C'est des mecs qui doivent faire le même quota de taf. Alors que quand tu les mets sur les skis réellement en face, bah, tu pleures, quoi. Donc, Mais c'est ça, c'est la différence entre un athlète et un influenceur. Il y a une vérité sportive derrière, une performance. Et on avait une question pour ça d'ailleurs. T'as jamais eu envie de prendre des influenceurs en management, histoire d'enfin gagner ta vie? Facilement, et gagner ma vie facilement, sans prise de tête. T'as fait ton post, t'as fait ton machin, c'est bon, t'as mis le bon hashtag, c'est tout écrit. Tu peux tout écrire, t'as un plan. C'est ouf, j'ai eu beaucoup de demandes, alors à la fois de marques par rapport à ça, mais aussi de l'autre côté. Et les marques, ils sont capables de t'écrire tout noir sur blanc. T'as plus rien à faire. C'est tout écrit, les tags, les hashtags, les machins. Tu mets juste une phrase pour faire style, machin. Ils t'envoient tout et c'est plié. Et tu gagnes, quand je vois les campagnes, les budgets de campagne digitale avec des influenceurs par rapport au contrat à l'année d'un athlète qui est demandé de faire quasiment le même job en face, ça devient ridicule. Donc oui, on m'a demandé, j'ai toujours dit non. Ça a toujours été un refus. La performance sportive de tous nos athlètes, elle est prioritaire par rapport à leur communication. Certes, on bosse avec des mecs qui sont vraiment que dans l'image aujourd'hui, qui n'ont pas de référence compétition. Léo Slemet, etc. C'est un bon exemple. Léo, il a été champion du monde, mais aujourd'hui, c'est plus sa référence. Typiquement, lui, il vit beaucoup des réseaux, de l'image. C'est quelqu'un avec qui c'est naturel, ça se passe bien, il contrôle bien. On a des jeunes comme Manon et Max qui sont vraiment dans le contrôle de leur image, de leur com, de leur truc. On a un Matthijs Vencer, je sais pas si vous le suivez sur les réseaux, faut regarder, qui poste toutes les conneries qui puissent lui passer par la tête. Ça marche, les gens kiffent, les marques
kiffe. Enfin, c'est assez marrant un peu sur les réseaux avec tout le monde. On parlait évidemment des influenceurs ski, hein. On en a qui font pas forcément de compète, mais qui ont des énormes communautés. Et toi, ouais, ça t'intéresse pas. Non, mais tu vois, je vais pas citer de nom, mais il y en a en France, on en connaît, je pense, allez, 4-5 qui sont connus de nous tous. Et je pense qu'ils m'ont pas tous écrit, mais la moitié, pour savoir si on pouvait bosser ensemble. Et en fait, j'ai pas assez de temps à accorder à des gens où leur légitimité sportive ne sera pas reconnue par rapport à tout ce qu'on fait à côté. En fait, quand je parle à une marque ou avec des projets, on a toujours cette légitimité sportive. C'est-à-dire que jamais une marque me viendra en disant Raph, c'est un mec qui va nous présenter des influenceurs, il va nous faire des belles photos et tout. Moi, franchement, je m'en fous. Enfin, ce qui m'a fait rester dans ce milieu-là, c'est la passion de ce sport et de voir des trucs qui sont géniaux. D'être sur des shootings avec des gamins qui font des trucs de ouf. C'est 1000 fois mieux que de se dire ah ouais, Michel, elle a fait un backflip en robe de chambre ou un truc comme ça, tu vois. Non, mais tu vois. On va. Oh, la balle perdue. En plus, son copain, je l'aime bien et on travaille ensemble. C'est un exemple. Je peux pas travailler avec ce genre de choses et j'ai pas le temps pour ça. Non, mais elle est athlète. Et en plus, c'est une très bonne skieuse et on l'a vu cet hiver faire pas mal de trucs avec Aurel. Et justement, je pense que c'est aussi pour ça qu'elle le fait avec lui. C'est pour montrer que c'est une vraie skieuse. Mais les posts qui marchent sur sa page ne sont pas les posts qui sont liés au ski. Oui, c'est sûr. Voilà, et c'est ça qui m'embête en fait. Tu parlais des montants que les influenceurs ils gagnent énormément. Aujourd'hui, on peut quand même vivre 100% du ski. Les meilleurs athlètes que tu as eu, Henrik, Phil notamment, c'est quoi les ordres de grandeur? Alors déjà, il y a aussi une grosse évolution dans le temps au niveau des contrats, même si ça fait entre parenthèses, guillemets, pardon, que 10 ans que je fais ce métier-là, on va dire, gérer ces contrats-là. Et il y a déjà eu une grosse évolution des contrats en 10 ans par rapport à ce qu'on avait il y a 10 ans, et encore plus par rapport à ce qu'il y avait 20 ans. Jules Régnier a vécu la grosse époque où on mettait des centaines de milliers d'euros pour aller faire de l'hélico, du sled, etc., sans vraiment se poser la question. Simon Dumont, il signait des contrats chez Salomon, on parlait de millions, quoi. Enfin, c'était cette époque-là. Henrik, On parlait il est de arrivé... millions. Simon Dumont, c'est millions d'euros. Ouais. Alors, pas par an, hein. Pas par an, Ok. sur Parce qu'en NBA, sur 30 ans. 3-4 ans. Non, mais sur 4 ans. Je crois Ok. que c'était ça à peu près sur 3-4 ans. Mais aujourd'hui, c'est des choses qui n'existent plus du tout. Ça, c'est des chiffres qu'on peut même plus évoquer aujourd'hui. À part... Bon, Candide, c'est une chose à part parce qu'il fait sa propre marque. Donc, c'est complètement à part. Tu l'as pas managé, Conti. Je ne l'ai pas managé. On a beaucoup discuté. On a amené des opportunités, etc. J'ai le droit de mentionner son nom à une marque si je vois une opportunité pour lui. Mais je suis pas son agent. Genre Daily Frisky, tu peux mentionner. Stickers. Ça serait bien Stickers. qu'ils viennent parler. Ah, qui viennent parler. Bah alors ça, Je te conseille. ça pareil, il faut aller le checker, hein, les mecs. De 1 à 100. Eh. C'est la Bill. probabilité qu'ils viennent Ah, parler. de la probabilité. 1 à 100, 0,05. Moi, je pensais que c'était un vrai passionné. Quoi. Ah, mais c'est un vrai passionné, mais prendre un micro et parler, c'est pas son kiff, quoi. Là, Il y a des gens, ils sont là, comme on ça. boit du Génépi. Dans un établissement scolaire en plus. Et c'est vrai. Établissement scolaire. Si on remet en contexte, on est à Albertville, à la chambre des métiers de la montagne. La chambre des métiers de la montagne. Dans une salle Albertville. qui sonne creux et on boit du Génépi. On était sur les montants. Ce qui est aujourd'hui, on n'est plus dans l'époque phare du frisky. Donc comment on gère ça? Non, mais clairement, on en vit. Alors, il y en a certains, ils en vivent, mais ils se font pas une retraite avec. C'est ça le truc, en fait, c'est ça aussi. Hein. On peut, pendant, allez, on va dire une bonne carrière de skieur, c'est un peu comme dans le foot et tout, mais Candide, c'est une exception, mais on va dire qu'on a 20 ans de carrière et qu'arrivé à 35 ans, on commence à réfléchir à voir si on fait pas autre chose, etc. Donc, sur ces 20 ans-là, si tu gagnes, t'arrives pas à mettre de côté pour la suite, t'es un peu brisé, que t'as pas eu le temps de faire des études, t'as pas eu le temps d'avoir l'après, c'est un peu compliqué, donc ça dépend. Donc, en gros, les top athlètes, ils vivent très bien, même très très bien. Et s'ils sont bien entourés, ils arrivent à bien gérer l'après-carrière en faisant des placements. Typiquement, que ce soit Matej, Max et les plus jeunes. Hein. Matej, il a 21 ans, Max, il a 22, Manon, elle a 23, Marcus Gauguin, il a 21. C'est tous les plus jeunes avec qui on travaille. Et eux investissent, ils s'achètent un appartement maintenant. Et ils vont pas... voilà, ils vont essayer de travailler pour ça. Donc ça, c'est les mieux lotis. Il y a le milieu du panier qui... on va dire, qui est pas les winners, mais qui fait des podiums, qui a des bons réseaux sociaux, mais sans que ça soit plus. Bon, eux, ils vont vivre, ça sera un salaire moyen français, tu vois, net, à la fin de l'année, quoi. Et puis, bah, il y en a,
ils cravachent. Alors après, c'est ceux-là qui donnent aux réseaux sociaux plus que ce qu'ils devraient, parce que du coup, ils ont besoin de pas payer les produits, etc. Donc bref, il y a plein de choses, et puis ça va très vite. Il y en a pour qui c'est très long, et il y en a pour qui ça va très vite. Aujourd'hui, c'est ça la diff, c'est qu'en fait, là, on le voit en Coupe du Monde de freestyle. Cette année, il y a un gars qui s'appelle Lucas Harrington, il a tout gagné, il a 20 ans. Il a tout gagné cet hiver. Les X Games, alors il y a un seul truc qu'il n'a pas gagné, mais il a tout gagné. Les championnats du monde, les X Games, les Coupes du Monde, etc. Et c'est arrivé en 2 saisons. Enfin, ça fait un moment qu'on le voit arriver, mais il a 19 ans. Tout lui tombe dessus. Red Bull, il est chez Monster. Red Bull lui tombe dessus pour aller chercher la médaille aux Jeux Olympiques. Enfin, des trucs. Les gamins, ça va trop vite. Alors que Henry Carlo, sa première médaille aux X Games, il l'a eu à 24 ans. Ouais, ça a eu... Et c'est toujours l'athlète avec Alex Hall le plus médaillé de l'histoire des X. Et c'était à 24 ans qu'il a commencé à avoir sa moisson. Lui, vous lui parlerez de ce qu'il vous expliquera. L'important, c'est la longévité. C'est pas de tout avoir trop vite. En plus, on peut vite se cramer dans la tête, suivant les entourages. C'est la longévité. Et le meilleur skieur du monde, il vous le dira aussi, c'est l'expérience qui compte. Et le meilleur skieur du monde, aujourd'hui, c'est le plus vieux. Il a 42 ans. Et toute son expérience, en fait, à chaque fois qu'il fait un truc, on est là, il a killé le game. C'est de l'expérience, de la longévité, etc. Quand ils sont jeunes, on s'attend à ce qu'ils fassent le même job qu'un mec de 30 ans qui a skié toute sa vie, qui a eu toutes les conditions, qui a eu toute l'expérience. Donc, il y a un peu de tout. Mais par contre, au niveau financier, aujourd'hui, on va dire, sur tous ceux qu'on travaille, on va en avoir 20% qui vivent vraiment bien. 50%, on s'en sort pas trop mal, plus ou moins, etc. Puis après, tous les jeunes qui sont derrière, là, aujourd'hui, l'industrie a tellement baissé depuis ces années-là qu'aujourd'hui, même quand on est en Coupe du Monde, donc c'est le plus haut niveau qu'on peut avoir, il y en a, ils n'ont même pas de sponsor ski. Ils galèrent à avoir des skis. C'est le truc, le constat, il est là aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quoi encore qui paye bien? C'est quoi? C'est les boissons énergétiques? Il y a les boissons énergisantes, mais c'est pas toujours tout de suite. Ouais. C'est pas toujours tout de suite au début. C'est les contrats, ils grossissent, ils aident beaucoup sur les projets, etc. En fait, aujourd'hui, ce qui paye, c'est quand tu as une marque qui a besoin de toi. C'est là où, en fait, le créneau, il est. C'est pas foncièrement qui, quoi. Il y a plein de nouveaux contrats qui arrivent avec des nouvelles marques. Je peux citer les marques ou... Ouais. Tu sais, nous, on n'est pas sponsor, on s'en fout. Non, mais tu rigoles, À part par la Maison de la Montagne d'Albertville, Voilà. qui nous accueille aujourd'hui. À part Black Rose, parce qu'apparemment, on serait lié financièrement à Black Rose. Donc, t'as pas le droit de les citer. Vuori, qui est une marque américaine que je pense que vous ne connaissez pas, ni l'un ni l'autre, qui est le concurrent de Lululemon, peut-être que ça vous parle plus. Voilà. Sports lifestyle américain, où il fait style. Le yoga. Le mec, il fait style, quoi. Non, mais c'est une marque de sports lifestyle américain, qui est la marque qui a le plus grossi ces 10 dernières années en termes de business aux US. Ça fait 10 ans que ça existe. Le mec, c'est un passionné de tous les sports, surf, etc., ride et tout. Sa marque a tellement grossi qu'ils ont racheté le headquarter de GoPro, donc ça situe un peu la marque aujourd'hui. Ils sont pas loin du 2 milliards de chiffre d'affaires, blabla. Et en gros, eux, ils se lancent dans le ski. Et eux, ils arrivent, il y a tout à faire, il y a tout à créer. Et en fait, on voit de l'extérieur ces marques un peu luxe, un peu hautes qui arrivent de l'extérieur, mais en fait, il y a tout à créer avec eux. Je suis pas fan de Moncler et de... Voilà, mais il y a des marques comme ça qui arrivent aujourd'hui qui vont payer ces mecs-là. Vraiment. Ce qu'ils doivent... Et parce qu'ils travaillent avec eux. Les boissons énergisantes également. Les caméras chinoises. Il y a des trucs, hein. Après, s'ils veulent tous devenir à partir d'un moment influenceurs, ils gagneront tous plus leur vie. Mais tu vois, chez Moncler, t'as quand même Alex Hall, t'as Richard Perrement aussi. Mhm. Enfin, t'as des vrais skieurs dans le team, quoi. C'en est 3 sur 400. Tu vois, non, mais De quoi, qui sont chez Moncler ou Oui, de pas- tu regardes là. Ah oui, l'événement qu'ils ont fait à Courchevel. Voilà, ils sont 300 invités. Non, il y a mais c'est des sûr. mecs, qui savent skier. Le reste, bon, bref, c'est des Non. dépenses hallucinantes. Ça devrait même pas exister. Mais bon, ça, c'est un autre truc. Mais oui, Alex Hall, il est chez Moncler parce qu'aux États-Unis, ils avaient besoin d'une présence et qu'il lui impose pas en compétition de porter les produits Moncler. Comme une Perrine Lafont, il lui impose pas en compétition. Comme un Rich, s'il veut faire des compètes et qu'il a besoin de produits techniques adaptés à sa pratique, il lui force pas. Un Alex Hall, il a pu gérer le fait d'avoir une présence sur son t-shirt en compétition et on le voit là. Il va faire les 3 jours d'influence qu'il a à faire là-haut. Il est parti au championnat du monde derrière, il fait médaille. Enfin, lui, en fait, ce qui est cool avec Moncler, c'est qu'on ne demande pas grand-chose. T'es chez eux, on ne demande pas grand-chose. Ça, c'est cool et tout. Par contre, bon, tu représentes Moncler, quoi. Après, Alex, il est tellement dans son monde, tu vois, depuis toujours, il fait ses trucs à lui depuis toujours, il a réussi à le faire bien, ce qui fait qu'il a réussi à rendre, pour des mecs super corps dans le milieu, une attraction de Moncler. C'est vraiment, on m'a demandé, qu'est-ce que tu penses si j'allais chez Moncler, quoi, tu vois.
ou Prada ou des trucs comme ça, tu vois, ça a rendu parce que ces marques-là en fait ils sont tellement et Vuori c'est ce que j'allais dire. Typiquement Thibaut Magnin qui est chez eux en 6 mois avec la marque il en a fait plus qu'en 6 ans chez Quicksilver parce qu'ils sont là ils vont t'amener faire des trucs, c'est facile, ils regardent pas juste le post et le tag à payer des gens à regarder ça toute la journée, enfin tu vois. Puis il y a des marques, on voit bien, enfin oui, on parlera mieux que moi, mais l'outdoor c'est devenu hyper tendance et hype, et genre Arc'teryx, c'est des marques qui sont un peu sorties de nulle part en 5 ans. En gros, moi, typiquement, Arc'teryx, c'est une marque que j'aurais jamais mis de ma vie, où j'aurais jamais travaillé il y a 10 ans en arrière, parce que pour moi, c'était les cafistes, c'était Thibaut Duchosal, c'était des mecs comme ça, pas du tout inspirants, tu vois, tu pouvais y aller, quoi. Et du coup, tu sais, tu regardais ça. Alors, toujours été très technique, hein, pour les gens qui ont aimé Arc'teryx depuis le début. Et tu vois, j'en connais plein. Et donc, ma femme qui a bossé chez Salomon et qui a eu des trucs Arc'teryx, elle était in love avec les produits techniques et ça a toujours été ça. Mais de l'image, etc. Et en fait, c'est comme North Face, c'est comme là, dernièrement, Mountain Hardwear. C'est des marques qui sortent parce que les chiffres et les volumes, ils sont là, quoi, en fait. Ils sortent de leur créneau parce qu'ils vont vendre 10 fois plus de vestes techniques Gore-Tex en ville qu'ils vont vendre limite à Chamonix, quoi. Donc c'est bon, quoi. Tu vois, c'est bien. Je pense que ça ramène et tout. Puis les marques, ça permet que les skieurs ils aillent dans des projections qui sont super quali, des choses cool. Mais après, ça va un petit peu trop loin sur certaines marques où ça prédomine par rapport à la raison, leur ADN, quoi. Typiquement, tu parles chez Arc'teryx aujourd'hui, quand tu parles d'athlète avec eux, que le gars il soit champion du monde, que ça soit le meilleur skieur de la planète, que machin, ils en ont rien à secouer. Par contre, il va venir avec un projet à 900 000 shooté avec Hilton, avec une caméra à 78 000 images secondes, où on va faire le slow-mo et tout. Alors là, c'est bon, tu t'es diffusé au méga London, on te fait voyager à travers la planète. Puis c'est ça aussi, enfin, ces marques-là, ils ont la hype et tout, mais genre, ils dépensent une thune phénoménale dans toutes ces activations, plus qu'avec leurs athlètes. Et par contre, ils ne se préoccupent pas du tout de se dire, ouais, c'est quoi le message? On fait des académies à Chamonix, mais par contre, on fait voyager tous nos athlètes à travers la planète en avion. Puis Cham, il n'y aura plus de glaciers. Enfin, tu vois, ils ont la hype, mais ils ne parlent pas trop de ces trucs-là. Alors, je ne suis pas un green defender. Je travaille avec des gens qui font de l'hélico et tout. Mais c'est le greenwashing que j'aime pas. Tu vois, eux, typiquement, ils sont là, ouais. Quand tu as attaqué le métier, l'écart filles-mecs dans le sport, il était quand même assez important. Aujourd'hui, il s'est vachement réduit, entre guillemets, ou en tout cas, les filles ont beaucoup progressé. Comment tu gères ça et comment ça se passe, entre guillemets? Est-ce qu'on arrive à l'égalité salariale mais en tout cas, les filles, elles font les mêmes faces. En tout cas, quand on fait du freeride que les gars, ça a été une lutte assez longue pour elles. Comment toi, en tant que manager, tu gères ça? Parce que Même en tu gères les slop, filles. en slop aussi. Hein. Non, mais dans tout. Oui, là, je parle du freeride, mais oui. En freestyle aussi, t'as l'étape de 25 mètres fait par les filles en switch. Hein. Ski en snowboard, la progression, elle est malade. En fait, on n'est plus comme il y a 10 ans en arrière. Clairement, le top 5, 10 féminin mondial dans toutes les disciplines, ski, snowboard, freeride, freestyle confondus, ça envoie vraiment. Elles sont à un niveau où les mecs, ils étaient il y a 5 ans, on va dire. Tu vois, en freestyle, en tout cas, en freeride, c'est un peu différent, mais il y a une vraie progression en termes de pratique et de ski chez les filles. Et ça se voit sur les compètes. Aujourd'hui, une Tesla 2 qui est numéro 1 en big air, on va dire, elle fait dub 14, switch dub 14. Enfin, elle fait même dub 7, switch dub 14. C'est des tricks qu'on voit chez les mecs en slop et en big air. Donc, du coup, ça. Et puis, chez les filles en freeride, une Manon, elle est capable de mettre des figures que d'autres mecs, ils mettent pas sur une face. Alors, est-ce qu'ils vont peut-être pas aussi vite et des choses comme ça, mais le niveau, il a vraiment progressé. Donc, en gros, l'égalité salariale, elle existe. Voire, même aujourd'hui, les filles sont super bien payées. Parce qu'il y a un manque, il y a un besoin, il y a une demande sur les profils au niveau des filles qui sont légitimes. On cherche des filles qui sont légitimes. Encore une fois, on ne cherche pas des influenceuses. Il y a une vraie demande là-dessus parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont à la fois légitimes, performantes, acceptées de tout le monde, etc. Donc, ça fait qu'au niveau salarial, on est quasi à l'équité. Hein. On a autant de filles, on va dire, si on prend les 10 plus gros athlètes de la boîte, on a autant de filles que de garçons quasiment, à un près, quoi. Mais c'est quasiment la parité. Donc il y a une vraie parité. Et ça, les filles, elles le méritent aujourd'hui parce qu'elles ont vraiment progressé. Celles qui ne le méritent pas, c'est les wannabes. Je fais de la boxe dans mon jardin et puis la communauté, ils sont là et tout. Il y en a plein. Hein. Elles nous demandent de travailler avec eux, mais je ne les citerai pas non plus. Je peux les citer. Mais c'est des gens, on va pas. Parce qu'elles ne sont pas légitimes. Mais maintenant, il y a une vraie
légitimité et une parité chez les filles au niveau salarial. D'ailleurs, nous, hein, c'est première saison du podcast, pas une fille au micro. On en a invité et ça n'a pas pu se faire. Mais c'est vraiment aussi quelque chose qu'on creusera par la suite parce que c'est intéressant aussi d'avoir leur avis. Et elles seront peut-être pas tous d'accord avec toi de dire l'égalité salariale existe. Ouais, je suis pas sûr qu'elles en soient toutes conscientes, en fait, surtout aussi, parce que tout le monde parle pas de tous ces chiffres entre eux. Moi, je leur dis. Et je dis, cette année, t'es au Les niveau de meufs, tel gars. prenez de la thune. Il y a de la Non, mais thune c'est à prendre. Non, mais c'est vrai. Et des carrières à construire. Techniquement parlant, il y en a pas beaucoup qui veulent s'impliquer comparé aux mecs. Et dès qu'il y en a, c'est super intéressant en fait. Parce qu'on cherche ça. Non, il y a une vraie progression. Elle est vraiment intéressante. Des deux côtés, ça se gère bien en tout cas. On va passer un peu au jugement. Nous, on fait nos notes là pour le Freeride World Tour avec Daily Frisky. Alors. D'accord avec nous. Non, mais les gars, on va parler sérieusement. En fait, déjà, alors que ça soit vous ou moi, on s'est tous politisés. Hein. On est tous devenus gentils. Je ne dis pas tout ce que je veux dire. J'en mets un petit peu quand même, vous aussi. Mais on n'est pas comme à l'époque. Hein. Le vrai Daily Frisky, pour les aficionés, le vrai Daily Frisky. Il nous manque vraiment, parce que les gens avec qui je parle, qu'on parle de vous, ils sont vraiment. C'est des mignons maintenant, les deux là. Ils sont gentils avec tout le monde. Insulter tout le monde. Non, mais c'est bon. Non, à part le fait que vous polichiez Oscar Mandin, je sais pas ce qu'il y a eu entre un de vous deux à Verbier en finale, en soirée, quoi. Mais voilà. Mais ouais, non, si. Bon, moi, je kiffe, ça me fait marrer. Hein, et puis, je pense qu'on partage les mêmes opinions. Après, bon, Willy, il aime Maxime Chablose, ça, on peut pas l'enlever. Et bon, ça, je comprends. Gérard, moi, je te mets pas. Je sais que c'est pas toi. Je sais que c'est tout lui. Je sais que c'est tout lui, les trucs comme ça et tout. Mais non, c'est cool. Moi, je kiffe, ça fait plaisir. Mais vous devez faire un peu pareil avec le freestyle parce que vous êtes qu'en freeride, les gars. Et en fait, vous regardez un peu de freestyle, là, les mecs. Ça a tellement évolué. Moi, je suis une teub absolue, incapable de pouvoir juger un freestyler. Et Willy, qui est déjà meilleur que moi, je pense qu'il doit mettre un ralenti 4 fois. J'ai un peu de mal là. Pour regarder les Coupes du Monde, faudrait y passer. Non, j'avoue. Mais Pierre nous faisait la même remarque et en fait, on manque de skills et de compétences. Ouais, et puis même, juger quoi juger une Coupe du Monde en Suisse, ils sont 27 au départ. Ouais. Non, mais c'est un petit games, quoi, les petits trucs iconiques. Ouais, on avait dit les games. Je parle pas de te faire la Coupe du Monde en Géorgie, et, tu vois, où il y a la moitié des mecs, etc. Tu t'en fous. Mais non, tu vois, les X, c'est iconique. L'année prochaine, il y a la X Games League qui commence. Il y aura des trucs intéressants. Alors, on a des réunions, justement, bientôt avec eux. Ouais, en fait, la X Games crée une ligue. En fait, ils vont s'inspirer de ce qui se fait en Formule 1, clairement. Okay. Alors, pour tous ceux que ça intéresse, c'est Scotty James, le snowboarder, qui a sa belle famille, qui est la famille Stroll, donc qui appartient à l'écurie de Formule 1 Aston Martin, qui a énormément d'argent et qui a fréquenté énormément de gens très très riches, qui a proposé aux X Games de changer le format, de s'inspirer de ce qu'il fait en Formule 1 avec des écuries. D'avoir des pilotes, des athlètes qui représentent pas forcément. C'est une exclue là que tu nous livres ou... Non, mais par contre, on sait pas encore qui. C'est pas une exclue, hein, c'est officiel. Par contre, là, on a des réunions pour savoir comment ça va se passer au niveau des écuries, parce qu'il va y avoir des drafts d'athlètes. Donc les écuries vont pick up leurs athlètes. Les écuries, c'est quoi? C'est des marques du coup? On sait pas. En fait, c'est ça le gros point d'interrogation. On sait pas combien ça va coûter. Parce que moi, je voudrais bien ma Bug Visionary Steam, mon gars. Alors là, j'explose tout. C'est bon. Non, mais je sais pas du tout comment ça va se passer. Il y a des trucs super intéressants comme ça qui vont se créer, qui vont sortir du giron FIS, qui vont plus être fédéral. Et pour des mecs qui, moi, adorent faire la Jeep League, toutes les autres compètes qu'on a aujourd'hui à côté, ou même en freeride, hein, des mecs qui font autre chose à côté aussi. Et les formats classiques, ils sont en train, pas de disparaître, mais d'amener au fait qu'on soit de nouveau créatifs. Sur les gros événements avec les X Games, la Jeep League, il y a plein de trucs et tout. Le renouveau au niveau des événements est super intéressant sorti de la FIS. Mais par contre, la FIS, ils sont tellement bons. Vous savez ce qu'ils sont en train de faire là? Allez, vas-y, balance. L'année prochaine, la première Coupe du Monde de rail. Oh. Première Coupe du Monde de rail, les gars. Ouais, il se crie, il va être gardé. Celui-là, on l'enlèvera pas. Les fans de Willy, c'est bon, on va le garder. Mais non, ils peuvent le faire en de rail. Mais ouais, ça va être super. Ça va être super. Ouais, ça va être super. Ouais, je sais pas, tu vois. Un plat descente en boxe. Là. Donc ça, c'est la news. Ils ont fait des coupes d'Europe cette année. Ils ont fait des trucs. Coupe du monde de rail. Ils vont le faire en ville. Tu sais où c'est? Ils vont le faire en... Je sais pas. Ils vont faire dans des dômes. Non, mais c'est pas que je vais pas m'y intéresser. On va être forcé de s'y intéresser. Tu vois, genre, c'est la fille s'y intéresse, qu'ils le mettent sur un circuit. Ils vont peut-être... En fait, ce qui est intéressant avec les rails, c'est que tu peux l'amener en ville auprès de tout le monde sans que tu aies besoin de construire un big air.
Enfin, ça, c'est le truc qui est intéressant. Pour la promo du sport, t'es avec tout le monde en centre-ville, un truc facile à construire qui ne demande pas grand-chose. D'ailleurs, on fera peut-être un truc en octobre. On en reparlera peut-être un de ces quatre. Oh, ça se redynamise. Ah, ça se redynamise. Ouais. Tu veux faire un high five? Non. Retour Un sur le I1. paquet, Vous le connaissez, le I1? Vous voyez pas les Lièvre 3. gestes. Il va refaire Lièvre 3. Non, on en reparlera plus tard si ça se fait. Non, bah c'est tout, raconte tout le début parce que tu étais un peu impliqué dans l'intégration du freestyle à la FISE. Et comment tout ça s'est mis en place, le jugement. Et même les gars, vous vous souvenez de l'AFP? J'en ai parlé. Ah ouais, Vous vous carrément. souvenez de ça? J'en ai parlé dans la voiture là. On a L'association des freeskiers professionnels. professionnel. Ouais. En allant au Nine ce week-end, j'en ai parlé. Je me rappelais tout ça. En gros, comme je l'expliquais, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que le jugement était pourri, biaisé sur la majorité des événements. En tout cas en Europe, parce que j'étais pas encore allé voir les events aux US, en Nouvelle-Zélande et tout, au niveau de la compète, quoi, en tout cas. Et en gros, je me suis vite rendu compte que soit c'était des coachs sur place, un local blessé, Michel qui a déjà fait coach du parc, ou j'en sais rien, des shapers et tout. Et tu te rendais compte sur ça, tu avais ça au Grand Montana Champs Open, l'Austrian Open, tous ces gros events européens, tu étais là, waouh, ils sont à un schlag complet. Les gars, c'est nul et tout. Il y a rien d'écrit surtout si tu fais ça. Tu prends le shaper, le mec, c'est à la vue. Aucune référence. Tu sais, il fallait mettre des notes, tu savais pas trop. Il y avait un gars un peu organisateur qui faisait la référence, tu vois. Mais donc, je suis rentré là-dedans via ça en me disant, franchement, ce serait bien d'avoir quelqu'un un peu référent. Tu vois, essayer de cadrer un peu quand tu es sur les événements. Tu donnes un lead, des notes, tu dis comment ça marche, tu vois, plus que dire comment tu dois juger. C'est pas du tout dans l'idée d'influencer. Voilà. Mais du coup, à la base, c'était plus dans l'idée d'avoir pour les riders. Les mecs, ils allaient voir les juges. Les gars, ils étaient là, limite déjà bourrés au bar à dire, mais arrête de me faire chier pour tes notes, quoi. Tu vois, tu sais, vraiment, quoi. Et du coup, je suis rentré là-dedans. Il n'y avait pas encore de circuit Coupe du Monde. Il n'y avait pas rien de la FISE. Il n'y avait rien. C'était que des événements indépendants. Là, je travaillais déjà pour Dandays. Et en gros, pour l'histoire, on a participé à la création à l'époque de l'AFP, alors, l'association Frisky Professionnelle, qui, en fait, l'idée de base, c'était de créer un circuit mondial référent avec des étoiles, des niveaux d'événements, avec un classement, et qui permettait aussi aux événements d'avoir des références pour inviter les gens. Pour dire, voilà, t'es top 24 AFP, t'es invité à tel ou tel événement, etc. Et on a créé ça de toutes pièces avec un rulebook, je pense qu'il doit être encore en ligne, et avec un panel avec Simon Dumont, avec Jon Olson, Colby West, avec Justin Doré, enfin tous les mecs de l'époque un peu qui étaient dans le truc. Il y avait des juges et il y avait des mecs de l'industrie. On est quoi, en 2010 là à peu près? 2010, ouais. C'est Ça doit être à peu près ça. longtemps. 2009-2010, ouais. Et en gros, donc du coup, on crée ça. Et puis, en fait, si tu veux, en ayant créé ça, on a mis des événements en Europe qui sont apparus au classement pour tout le monde. Donc, on a pu faire venir plus d'étrangers et tout, parce que c'était ranké. Et du coup, de fil en aiguille, vu que j'ai commencé à être apparent et référent un peu partout sur les événements pour le jugement, on m'a demandé d'aller juger en Nouvelle-Zélande. Et en Nouvelle-Zélande, il y avait le NZ Open. On a tous kiffé cette période-là avec Snowpark, etc. On attendait tous le NZ Open. Donc, de fil en aiguille, je joue au NZ Open. Là, je rencontre tous les ricains des X Games, etc. Et puis, les juges à l'époque, c'était du solide. Hein. JF Cusson, Evan Raps, alors pour ceux qui sont plus vieux, mais Mike Atkinson et Josh Lubeck. Enfin, il y avait que les trois fils. Il y avait que des mecs comme ça qui jugeaient. Hein. Et toi, tu débarques au milieu. Et moi, je débarque. Moi, Zéro personne, zéro ref. Ils m'ont dit, mais tu viens d'où en France? Tu fais un machin et tout. Ouais, je suis nul. Hein. Je suis nul. Hein. Clairement, j'ai jamais été bon. Hein. J'ai jamais été le meilleur. On peut y revenir là-dessus. Alors là, j'ai aucun souci là-dessus. Moi, j'y suis allé par passion et les gens parce qu'ils sont mauvais, quoi. En fait. Non, mais c'est vrai, en fait. Alors après, je suis tellement passionné que de fil en aiguille, j'ai été une grosse référence au point où je suis allé au X Games juger directement avec le premier Européen qui va au X Games avec tous les ricains et qui ouvre sa gueule direct. Mais laisse tomber, moi, ouais, je me suis embrouillé avec tout le monde, mais il m'adorait parce que personne prenait parti comme ça. Personne n'était aussi passionné, tu vois, dans le truc. Donc même avec les riders pour échanger bourré avec eux ou pas bourré, enfin, etc. C'était quoi les embrouilles? Genre, t'étais pas d'accord avec un athlète que tu trouvais qu'il y avait un style. Non, mais les gars, moi je jugeais Simon Dumont versus Tanner Hall.
Je sais pas, vous vous rendez compte, mais c'est genre quand il y a eu la grande époque où Ta mère ou ton père, quoi. non, mais tu sais, genre, tu pouvais être sûr que soit l'un, soit l'autre, peu importe ce qui était premier, deuxième, ce qui était deuxième, il venait pour t'embrouiller. Tu le savais. Tu le savais, tu le voyais. T'as la cabine de juge, t'es généralement un peu au-dessus, en pipe et tout. Tu vois le bas du pipe, t'es au-dessus, puis tu sais, tu vois l'arrivée et tout. Et puis t'es là, tu vois en bas, et il y a le classement qui apparaît, et là, tu le vois, tu le vois passer, mais vénère, surtout Dumont. Tanner, vénère aussi, mais Dumont, malade, un malade mental. Hein. Et genre, il venait vénère, il te regardait déjà en haut, j'arrive et tout. Il venait pour parler. Donc, du coup, on a eu ces périodes-là grave vénère. Tu t'embrouilles avec les parents. Le papa de Thomas Krief au X Games Satin qui vient nous insulter que son fils passe pas en finale alors que le mec il pose la main et qu'il manque ses grabs. Tu vois, enfin, tu sais, on a eu des trucs comme ça. Et ce qui est dur avec le jugement, c'est qu'en fait, en face, on a des gens qui sont pas dans la cabane. Et moi, le premier, aujourd'hui, je suis vraiment vénère contre les juges très régulièrement. Mais aujourd'hui, ils sont en vacances, c'est des touristes. Mais en gros, non, mais à l'époque, c'est clair que déjà, juge, t'es payé comme une merde. C'est pas compliqué, t'es la dernière ligne d'un événement. Donc, on te paye ce qui nous reste à la fin. Donc, déjà, t'y vas pas pour la paye. Donc, moi, j'avais la chance, j'avais plusieurs casquettes. Je faisais Dandes, je jugeais, j'avais des riders à côté que je conseillais, etc. Après, j'ai arrêté les riders. J'étais obligé. J'allais au X Games. Je me retrouvais avec 2 gars avec qui la semaine d'avant je bossais. C'était pas possible. Donc j'ai arrêté ça, tu vois, pendant un moment. Il se reprend vite, il se reprend. Ouais, Non, c'est vrai parce que au début, j'avais mes riders. J'étais sur les événements avec eux à la base. Donc je les voyais, mais j'allais pas non plus faire gagner un gars qui allait poser une main ou quoi, tu vois. Et c'est jamais arrivé en plus. Que ça soit Lao Chazla, toute la troupe à l'équipe, qu'on avait à l'époque, Julien Lange et tout. Ils n'ont jamais rien gagné. Ils ont jamais arrêté. Si, des laissés Ça, faire t'as tour. eu du mal. Des laissés faire tour, mais je crois que ouais, j'étais même pas juge à l'époque où ils gagnaient les laissés faire tour. Mais non. Et du coup, tu te retrouvais avec des histoires comme ça. En plus, à l'époque, on n'avait pas de règles qui nous empêchaient de leur parler. C'est-à-dire que on allait au bar, on se la collait. Et puis on parlait, parce que moi, quand il y a eu les dub 12 et tout, Pick Under, qui gagnent tout, et les autres, ils faisaient, et puis après, ils arrivaient, ils faisaient des dubs, et ils gagnaient pas. Ils faisaient, mais je fais un dub, mais c'est pas que le dub que tu fais. Et tu t'embrouilles avec eux, et ils disent, mais tu sais faire un dub. Bah non, mais c'est pour ça que j'en parle bourré avec toi, là. Tu vois, parce qu'au moins, on va pouvoir se parler, quoi. Et du coup, derrière ça, il y a une règle aujourd'hui où les juges, ils ont interdiction, en tout cas sur la FIS, pas au X et tout, mais sur la FIS, ils ont interdiction d'aller en soirée avec les athlètes. Ok. Parce que, Des contre-soirées juges. Bon, je sais pas, ils font de la merde à côté, mais oui, mais franchement, les juges aujourd'hui, c'est des ski bums. C'est des gars, ils ont rien d'autre à faire à côté. Ils ont pas le choix. Ils prennent un peu de thunes pendant l'hiver, ils bossent l'été. Mais c'est parce que la ride, c'est leur kiff. Et les gars qui sont là-dedans, c'est pas des mecs qui vont le faire ni pour la passion, ni parce qu'ils kiffent être juge, etc. Tu vois. Moi, j'ai kiffé, hein. Et c'est toujours un kiff de regarder et de dire, lui, il s'est fait niquer, machin, tu vois. Enfin, parce que j'étais dedans avec eux, mais c'était un vrai kiff et ça m'a amené quand même au JO. Aux premiers Jeux Olympiques. À Sochi. À Sochi, on fait les premiers Jeux Olympiques. On était bien corps, on se la collait bien et tout. Et du coup, on est arrivé à Sochi. Au bout de 4 jours, on a pris un carton jaune. Qui ça? Avec une partie des autres juges. En gros, on est arrivé là-bas. de Vladimir. Non, mais Vladimir. non, mais vraiment, en plus, on est arrivé, on était un crew. En fait, si tu veux, comme c'était les premiers JO, pendant 2 ans, on est souvent ensemble. Les mêmes qui allaient juger les JO. Généralement, pour avoir c'est ce qu'il faut faire pour avoir une régularité et tout, se connaître et tout. Alors, on n'était pas tout le temps sur tous les événements ensemble, mais on était régulièrement ensemble. Donc, on se connaissait super bien. Il y avait Greg Tusher, le coach de l'équipe suisse aujourd'hui. C'est le mec qui est coach de l'équipe suisse. Il y avait Dion Newport qui était head judge sur le Natural Selection là, et au Frère World Tour. Il y avait un Suédois, super bon pote. Et après, il y avait 2 anciens qui étaient un peu plus vieux. Et les 4, là, on se connaît trop bien et tout. Et bon, les gars, on se rejoint au bar direct. Mais direct. Premier soir. Mais genre, on vient de débarquer. Et on s'est enchaîné comme des malades pendant 3 jours jusqu'à la cérémonie d'ouverture. Et en fait, on était dans l'hôtel officiel de la FIS. Donc, on était avec tous les officiels. Et le matin, on rentrait bleu complet, on gueulait, on insultait Chaunois et tout. On faisait n'importe quoi. On est allé à la cérémonie d'ouverture. Il y avait un open bar dans le stade pour nous les officiels. Et il y avait la queue au bar. Puis en fait, à côté, il y a des énormes frigos. C'était écrit bière. On ouvrait les frigos, c'était rempli. Il y en avait plein. Du coup, nous, on a rempli tous nos sacs à dos. On est allé faire la cérémonie d'ouverture. On se levait pour la Jamaïque. On se levait pour accueillir la Jamaïque. Les gens, ils hallucinaient autour de nous. Et au point où, derrière, le juge suisse, Greg Tusher, qui est le coach aujourd'hui de l'équipe suisse, c'est marrant quand même. On l'a perdu. On l'a pas vu de la soirée. Il est revenu le lendemain. L'hôtel nous appelle. On n'arrive pas à le réveiller. Il est dans l'entrée. Mais tu sais, au milieu, le mec de la FIS, complet. Hein. Quatrième jour.
le head judge nous dit faut qu'on se voit, faut qu'on fasse un point et tout. Il nous dit bon, bah, j'ai eu le patron de la FIS là, il vous a vu ces 4 derniers jours, vous avez un carton jaune. En gros, ça veut dire qu'ils font rester les juges snowboard. Le snowboard avait fini, allait finir, ils étaient au début. On fait rester les juges snowboard au cas où vous continuez à faire de la merde. Et si vous continuez, on vous exclut. Et c'est eux qui jugent des jeux en ski. Donc si vous voulez ça, faut continuer à faire de la merde et tout. Du coup, on a dû se calmer et tout, et on les a mis mal parce qu'on devait avoir une tenue officielle FIS et au final, on a une tenue secrète Armada pour les JO que j'ai encore et tout, avec un tout petit logo et tout. Et on était tous en noir. Ils hallucinaient, les mecs de la FIS. Et c'est pas mon tout dernier événement en tant que juge, mais c'était un de mes tout derniers événements en tant que juge. Parce que là, ça commençait à partir vraiment. Comme vous me dites, vous suivez plus les Coupes du Monde. Mais moi, je l'ai vu venir à ce moment-là, où genre, ça partait en n'importe quoi. Et au niveau du jugement, t'allais rentrer dans des discussions où, avec les meilleurs, tu discutais de noter, et c'est ce qu'on arrive aujourd'hui, de noter par rapport au nombre de rotations. Les meilleurs aujourd'hui qui gagnent tout, carrément, vous regardez les notes toute l'année au niveau de la régularité, à part celui qui arrive avec un grab complètement différent, c'est toujours celui qui va mettre un 180 de plus. Le 19, le 21, le 23 OX, c'est que ces trucs-là qui gagnent aujourd'hui, et c'est ce qu'ils voulaient mettre déjà en place à l'époque. Spin to win. Mais du coup, à l'époque, à Sochi, t'es agent de Henrik Harlow? Non, pas encore. Ah, ok. Pas encore. Henrik, on se connaît depuis qu'il a 15 ans. J'ai rencontré la première fois 14 ans au Glacier 3000 au Diableret. À l'époque, il y avait le Glacier Invitational. Et je rencontre là-bas et il gagne, il fait Switch 1006 à 14 ans. Gangsta. Tu vois, genre, t'imagines, il y a 20 ans, il faisait Switch 1006. C'est quoi cet extraterrestre? Il sort d'où? En plus, comme il n'y avait pas les réseaux, tu savais pas qu'il y avait des kids comme ça qui existaient, quoi. Et donc, je me suis rapproché de lui parce que Days, parce que tout ça, tu vois, super intéressant et tout. Puis on est devenus proches. Je partageais complètement la même vision du ski. Henrik, c'est le plus gros passionné de ski au monde. En dehors du style qu'il a et d'être qui il est, c'est le plus gros. Genre, il m'a fait halluciner au jour, il était capable de me dire les segments des vidéos de ski juste à la musique. Tu pouvais mettre un son sur la télé derrière avec un film, il allait te dire exactement les tricks que le gars il faisait là. Et en même temps, qu'il disait que le trick il faisait, regarde derrière, il y a machin qui le regarde, il est en train de faire ça. C'est un passionné de l'espace et limite autiste, des fois quand on le voit. Non mais ouais, de l'extérieur, quand tu le vois faire du gym dans son jardin sur mais ça c'est la passion, mon gars. C'est pas être autiste. Toi, t'es gamin, quand t'avais 12 ans, ton père il t'aurait mis un backyard comme ça dans ton jardin, t'aurais fait tous les jours. T'en aurais fait tous les jours. Bah lui, en fait, il a encore 12 ans. Mon père a raté ma vie de... Tu vois, on nous aurait mis ça en tant que gamin. Bah lui, il a encore 12 ans. En fait, c'est ça. Il kiffe encore comme quand il était gamin. Même s'il est qui il est. Il s'est acheté sa maison en Andorre. Le seul truc qu'il cherchait, c'était un jardin. C'est quoi pour toi le plus gros conflit de juge ou la plus grosse injustice que t'aies vue? Alors, injustice, je saurais pas dire. Je pense qu'il y en a eu beaucoup. À l'époque, en tout cas, quand moi je jugeais, on n'avait pas beaucoup de replay, on n'avait pas beaucoup d'écrans, on était séparés des fois dans les tours, donc on communiquait par radio. Tu vois, comment il a replaqué pour voir la réception, parce qu'en haut, il ne voyait pas la réception. Moi, j'ai vécu ce moment-là. On n'est pas aujourd'hui où tu appuies sur un bouton, tu peux remettre où tu veux. Enfin, tu vois, c'est autre chose. Donc, pour moi, les injustices, il y a certainement dû y en avoir, mais beaucoup qu'on ne s'est pas vraiment rendu compte. Aujourd'hui, il y a des injustices, mon gars, mais c'est phénoménal. Un mec comme Matthijs Vencer en freestyle, on lui a volé 2 médailles d'or aux X Games. Tu vois, mais flagrant. Les riders du milieu te le diront. C'est pas que moi qui vais gueuler parce que je bosse avec lui. C'est dans le milieu, on lui a volé 2 médailles d'or. C'est des trucs, mais t'es là avec des replays qu'il y a aujourd'hui. Donc voilà, moi j'en ai pas vécu en tant que juge, mais j'en ai vécu en tant qu'agent. Tu vois, des trucs, mais aberrants. Après, derrière moi, le plus gros moment où j'ai un peu lâché le truc, bah, c'est au JO en fait, mais sans qu'il y ait eu un problème. En fait, si tu veux, au JO, on est arrivé. C'était les premiers JO. Première fois, ski freeski au JO, tu vois, t'es là. Bon. En plus, j'étais, pour l'époque, je suis sûr que vous pouvez retrouver. J'étais au centre d'un conflit entre Jules Régnier et Candide Tovex. C'est parti de moi, parlant des bâtons non-bâtons sur le jugement. Il y avait un article, c'était pile l'époque, on parlait des bâtons non-bâtons en 2014. Gros sujet. Et donc, du coup, j'ai répondu à ça, machin. Et là, sur un truc que j'ai mis, il y a Jules Régnier et Candide Tovex qui sont rentrés en une bataille de mes bâtons. Régnier qui est là, trop bien, qui défend le freeski libre, tu mets bâton, pas bâton. Puis Candide, il dit, mais tu ressembles à un mec en roller, mon gars, qu'est-ce que tu fais et tout. Et c'est parti comme ça et tout. Et genre, c'était... il faut que Candide vienne défendre sa position. Mais non, mais oui, j'avais fait un post. Si, c'était ça. Et bah, tu vois, il y avait déjà les réseaux. J'avais fait un post, et je pense qu'il y est toujours, je sais même pas regarder,
où j'ai mis merci aux pionniers d'avoir amené le frisky aujourd'hui, c'est un jour de ouf, blabla. Je sais pas, j'étais dans l'émotion. Dans la gueule de bois. Ouais, j'en sais, ouais, aussi peut-être. Ouais. Et du coup, je mets ça, puis c'est parti en couille sur ce poste. Enfin, bref. Et du coup, le jour même, c'était les finales du slopestyle. Et si tu veux, on a tous, enfin, je pense que vous l'avez tous regardé, ce run légendaire d'Henrik où il pose son pantalon en bas. Avec les dreads. Avec les dreads. Bah, ces JO-là, on est arrivé. Les deux meilleurs, c'était Henrik et Gus Kenworthy. C'était les deux meilleurs. Henrik qui gagnait tout cette année-là. Gus qui est reparti avec tous les chiens de Sochi. Et en gros, on a eu une conversation. Et moi, je vous le dis, je l'ai expliqué, j'ai pas de problème à le dire. On est arrivé là-bas en se disant, bon, si on était Henrik et Gus plaquent tous les deux un run parfait. Ils plaquent le run parfait. Ils sont à égalité de points dans nos têtes, on n'arrive pas à les départager, il va falloir qu'on fasse un choix. Et là, c'est plus le choix de la technique du truc, hein, c'est du X-Factor, choix perso. On choisit quoi? Alors là, le débat pendant une nuit à parler de ouais, mais le style, ouais, mais les mecs machin et tout. tout. Non, mais vraiment, en plus, c'était ça, hein, vraiment. C'était vraiment ça. On arrive et tout, donc la finale, machin arrive. Donc Henrik passe de justesse, mais déjà avec un run de ouf et tout. Gus, machin, ils sont devant. Et là, Henrik, il fait son run légendaire. Mais vraiment, il fait son run. Tu te dis aujourd'hui, Nose Butter Trip, ça score au top niveau, encore aujourd'hui. Il le fait au premier tricks de son run de slop. Derrière, il fait un switch tail butter. Aujourd'hui, les kids, ils font même pas ça. Ils le font même pas sur un run de slop. Donc le mec, il fait déjà des trucs 15 ans avant tout le monde. Et en fait, sur le dernier saut en bas, il pose une main, il tape comme ça. Il met la main par terre, qui lui fait perdre le... Et en plus, il se met très très loin, les tapes sont énormes à Sochi. Et moi là, il se met tout en bas et sur la main, il perd la médaille. Lâché. En fait, j'étais connu comme dans les juges, celui qui collait les tricks. T'as un juge qui appelle tous les tricks. Tu vois. T'as un juge qui appelle tous les tricks et qui va dire dub 12, machin, est-ce que t'as vu la même chose? Il y en a un qui a une voix et qui parle à tout le monde. Tu vois. Et du coup, moi j'étais ce mec-là. C'était mon rôle. Et là, j'ai complètement lâché prise. Genre, je voulais même plus regarder ce qui se passait derrière. C'est bon, c'est nul pour le frisky, peu importe qui gagne, etc. C'est va être nul, c'est nul pour nous. Je suis deck pour Henrik, je suis deck machin. Je bossais pas avec lui, hein, c'était vraiment pour le sport en lui-même. Je suis parti, c'est Just Christensen qui a gagné. C'était le meilleur mec au monde qui pouvait gagner parce que c'est un mec ultra gentil. Je l'ai vu au Nine ce week-end, je lui ai dit. J'étais trop content que ça soit lui. Mais moi, j'étais tellement dégoûté. Je suis parti. J'ai rien dit à personne. Je suis allé boire une demi-bouteille de vodka, hein, honnêtement. Mais vraiment, vraiment. J'ai vomi toutes mes tripes dans la chambre et tout. Et j'osais plus parler à Henrik. Mais alors que c'était clair, tu vois. Il avait posé la main pour, si on l'avait fait gagner, ça aurait été scandale, tu vois. Sauf que, tu vois, c'était surtout les années où Henrik gagnait absolument tout. Puis, il était tellement au-dessus. Il était au-dessus, il gagnait tout. Et juste sur le dernier hit, en plus, c'était une neige. En fait, elles fondait vite sur les récepts. Elles étaient flinguées, les récepts. C'était impossible à poser. Et il met juste la main qui. Et là, c'est un peu ce qui m'a fait arrêter de juger aussi, tu vois. Je me suis dit, ça y est. Voilà, tu vois. Alors qu'on avait fait le bon call, hein, tu vois. Mais t'imagines, il fait un run. Aujourd'hui, il gagne. Il fait le même run, il gagne. Remettez-vous le run. Mais le run, c'est incroyable. Si tu regardes, tu suis le truc, aujourd'hui, il fait la même chose, il gagne, quoi. Donc c'est. Bon. On passe petite pause question de la commu. Allez. On fait ça? Allez, top jingle. Les questions de la commu Daily Frisky. Donc les questions de la communauté des Frisky te pose des questions. On est parti. Ton avis sur le spin to win? Spin to win, c'est abusé. En fait, on est dans ce sport parce qu'on aime l'esthétique de la figure et de ce qu'on voit. Et aujourd'hui, on n'arrive même plus à compter le nombre de tours. Même un expert comme moi à la télé, des fois, je suis là, je comprends plus. Donc non, spin to win, non. Et puis heureusement qu'il y a des jeunes qui amènent des trucs un peu plus créatifs avec des Tokyo Drift 180, des trucs complètement différents qui scorent encore, quoi. T'as déjà bien répondu. Comment as-tu vécu les JO de Sochi en tant que juge, là, à titre personnel? Bah, franchement, 3 semaines à Sochi où t'es payé 75 € par jour, donc tu vas pas pour la passion de l'argent. 75 balles. Voilà. Non, je les ai bien vécus parce qu'on était les seuls à avoir le droit de skier. Genre Krasnaya Poliana, tout en haut. Les seuls à avoir le droit d'accéder, c'était les officiels. Et les seuls officiels qui avaient envie de skier, c'était nous. Et du coup, on s'est gavé de ski pendant 15 jours là-bas, en dehors des soirées mémorables. On s'est gavé en ski pendant 15 jours. Au niveau de la compétition, à part le passage Henrik, c'était top. Le pipe, une catastrophe. On a fait les premiers JO en pipe dans une pluie de neige épaisse comme ça, avec du brouillard. On a fait une compétition de pipe. On n'avait pas vu ça des tricks depuis 15 ans. Donc
Donc les JO de Sochi, on a représenté à tous les niveaux, en soirée, sur le style avec les vêtements, quand on parlait aux mecs, etc. Par contre, les Russes, l'expérience du spot, les JO, tout ça, là-bas, en tout cas, vrai bof, quoi. Oui, troisième question. Oui, chef. J'adore, parle-moi comme ça. Ce mec, t'as vu, il monopolise la parole et après, c'est à moi de lancer les questions. Et puis il dit oui, chef, quand t'en poses une. Alors, le retour d'un contest type Biani que t'avais fait aux Arcs, c'est possible dans une station française? Aujourd'hui? Oui. Non. Bah, c'est plus possible. Bah, enfin, en tout cas, pas dans une station française. En Suisse, ouais, grave. Aux US, non. En France, non. En Scandinavie, non. En Suisse, ouais. Qu'est-ce qui fait que c'est possible en Suisse et pas ailleurs? Bah, en fait, en Suisse, on a l'image de la Suisse. Ils sont beaux, ils sont verts, ils sont propres, ils sont etc. Mais en fait, c'est des businessmen. Et ils se posent pas la question des heures de machine, de consommation de fuel, etc. En fait. Et on le voit hein, à tort. Hein. On le voit avec les machines, les cranes sur les glaciers, à taper dans les glaciers pour faire des pistes de slalom. Enfin, tu vois. Mais c'est parce qu'ils sont comme ça. Et du coup, tu vois, typiquement, là, je reviens des Swatch Nines qu'il y avait le week-end dernier, c'est le plus gros parc de l'année. C'est là, je sais pas combien ils ont d'heures de machine, je crois qu'ils ont 1000 heures de machine. Nous, le BNI Heritage, c'était 300 heures. C'est gros, hein, c'est énorme en heures de machine déjà, mais c'est pas les X Games, c'est pas la Suisse et tout. Donc en France aujourd'hui, impossible de le refaire avec les besoins en termes de neige et de shape que tu as. En machine, impossible de le refaire. Et puis les deux, au bout d'un moment, ils étaient là, ils ont aussi, Henrik et Phil, ils étaient beaucoup associés au BNI pendant très longtemps. Et à un moment donné, ils ont plus voulu être un peu chacun de leur côté. Hein. Ils sont super potes et ils sont toujours ensemble, mais ils ont plus voulu aller faire chacun leur truc de leur côté. Du coup, ça devenait un peu plus compliqué de parler d'un projet commun. Quoi. Un avis sur le style d'Andri Ragetli. Je l'ai vu encore ce week-end, c'est terrible. Oui, c'est vrai. En fait, on a tous les goûts et les couleurs, tout le monde est différent. Il n'y a pas de problème. Hein. C'est le freestyle? Non, mais c'est le freestyle. On est d'accord. Mais quand même, là, il n'y a rien qui va. Non, mais là, je l'ai vu encore au Nines. Il a un pantalon bariolé blanc. Le cut est pas pire, mais tu mets pas ça. Il a une veste rose, pas un beau rose. Et puis, il a un casque blanc. Les casques blancs, c'est Todd le champignon, tu vois. Et genre... tu vois ce que je veux dire? Et t'es obligé. Voilà, merci. Oui. Dans le casque blanc, je suis c'est inassumable, un casque blanc. Merci. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai acheté un casque blanc stylé, j'adore. Non, mais pour l'anecdote, il y a quelques années en arrière, son frère, qui le suivait beaucoup, il est venu me voir, parce qu'il sait que je commentais, que je bossais le machin, que le truc. Et il est venu me voir, il me fait, bon, il faudrait qu'on parle de Andri. Pourquoi est-ce que tu le tailles autant sur tes commentaires ou quand t'en parles aux gens et tout? Je lui dis, mais mec, déjà, s'il mettait des skis à sa taille, déjà, la base, mon gars, tu fais pas du snowblade, des patinettes, pig up Pierre Guyot. Et genre, tu vois, c'est vraiment, des skis, c'est à la taille, quoi. Donc déjà, je lui dis ça. Et après, au niveau des fringues, bah, regarde, il y a des gens, ils ont des cuts. Je parle pas des extra baggy foncièrement comme Henrik ou comme Bulldoze qui met des parachutes et tout. Mais tu vois, le personnage est cool. Mais par contre, il capte rien à nos codes. Enfin, c'est trop loin de lui. Là. Le casque, je te dis, c'est le pire casque que tu peux choisir dans l'industrie. C'est ce que tu as c'est le premier truc que tu vois, tu vois. C'est ouf, quoi. Et vraiment, puis tu regardes ses vlogs et tout. Franchement, ça fait mal. Mais il kiffe, il vit sa vie, il gagne énormément d'argent. Je pense que c'est le freestyler park pur qui gagne le plus d'argent aujourd'hui. Il a ses deals en Suisse, il est ambassadeur on-running, machin. Il gère très bien son truc. Mais tu vois, dans l'industrie, il n'y en a aucun, nous, à part les petits Suisses qui veulent ressembler à André Ragetli. Il a 800 000, regardez, c'est simple, les chiffres, il parle. C'est bien, on va parler chiffres. Il a 900 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Donc c'est énorme. Hein. Il a des vues, 15 000 vues. Non, mais les seuls trucs qui ont marché, c'est quand il fait le guignol en trampoline et qui saute dans l'eau, tu vois. Ça, par contre, le skieur, tu vois, influenceur, le skieur, c'est pas ce qu'il fait. Et pour moi, tu vois, il est techniquement, il balargue, il est très grand en plus, donc c'est pas facile pour les plus grands d'être bon. Mais ouais, non, désolé, je parle très longuement du style Landry, mais il y en aura d'autres. Hein, on peut en avoir encore comme ça. Oula, la liste est longue. Hein. Ta meilleure anecdote sur Henrik Harlow que personne ne connaît? Henrik, alors je sais pas s'il le fait toujours aujourd'hui. Ça sera rare. Non, c'est rien de fou, mais c'est intéressant. C'est un mec qui écrivait tous ses rêves dans un livre. Quand je l'ai rencontré, il m'a dit, j'écris tous mes rêves dans mes livres. Donc, et depuis tout petit. Et en gros, il s'est rendu compte en lisant des trucs, il y avait certains trucs qui revenaient, qu'il a voulu travailler par rapport à son ski, etc. Et en fait, il avait, je sais pas, chez lui en Andorre, la première fois que je vais chez lui, il a sa pile de 20 cahiers où c'est tous ses rêves qu'il a notés tous les matins, etc. toute sa vie.
Donc ça, c'est un truc qu'on sait pas du tout, quoi. Tu vois, sur lui, ça c'est sûr, petite anecdote, quoi. Deuxième partie et dernière partie, surtout les événements. On en a un peu parlé, le BNI que tu as créé. Aujourd'hui, tu parlais qu'il y avait un renouveau des événements. C'est quoi pour toi un bon événement? C'est quoi l'événement qui est le meilleur événement auquel tu as participé? Grosse question. Ouf, ouais. Trois questions en une. Bon, alors déjà, je me suis mis dans les événements, à faire des événements, parce que c'est le kiff. En fait, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est toi qui ponds le concept, il faut aller le vendre, mais c'est toi qui crée le concept, qui crée l'idée, et c'est le kiff de pouvoir faire ça. Et quand tu vas avec l'idée de faire quelque chose pour les riders dans ce qu'ils ont comme vision et de les aider à accomplir, donc c'est ça qui m'a toujours attiré sur les événements. Donc, tu vois, j'ai aidé les laisser faire tour. J'ai créé le Frostgun Invitational. On a fait le BNI Invitational, le Soch Big Air. J'ai grandement participé aussi au High Five, etc. Oublie pas les Frisky Playoffs quand même. Les Frisky Playoffs, c'est vrai, les Frisky Playoffs. Le Back-to-Back Invitational, événement préféré de notre ami Willy aujourd'hui, pour les soirées notamment. Et voilà. C'est vrai qu'il balance des stories du bac international comme ça. Parce que les soirées, il a retrouvé Oscar Manda en soirée. Ouais, c'est pour ça. Mais, Faut aider les derniers événements qui vivent encore. qui vivent encore pour la musique, pas pour le ski. Bref, non mais du coup l'événementiel, j'ai kiffé et c'était pour cette raison que je suis allé dedans. Même le White Festival, on a fait un truc à Albertville, mon gars, dans une halle tiré en winch électrique, en par équipe avec des mecs qui sont champions olympiques aujourd'hui, quoi. Tu vois, enfin c'est donc la partie événement, c'est ce qui m'a donné envie, c'était de pouvoir vraiment créer, et c'est ce qui m'a toujours intéressé de collaborer sur des événements aussi, c'est de pouvoir amener un truc différent. On a collaboré pendant un moment sur le Back-to-Back Invitational parce que de faire du side hit dans une station, c'est ce qu'on kiffe, qu'on a toujours kiffé nous perso, et tu le vois sur un événement, c'est trop bien, tu vois. Bon, après les gens ils font ce qu'ils en font d'un événement, mais je suis toujours parti sur des événements avec des concepts intéressants et avec cette envie-là. Et le Frostgun, pourquoi ça te faisait rigoler, Frostgun? J'avais complètement oublié que ça existait. Ah ouais, moi je l'ai pas oublié, 7 ans de danois et de fête, parce qu'à l'époque, en fait, c'est ça. Aujourd'hui, tu vas sur un événement, il y a plus de soirée. C'est franchement. Non mais tu vas à la Coupe du Monde à Tignes, l'événement il se termine en mode tu rentres chez toi puis c'est terminé, quoi. Nous, à l'époque, s'il y avait pas une bonne soirée à la fin, c'était pas un bon événement. C'est vrai, je suis d'accord. C'est la base. Meilleur événement du coup que t'aies vécu ou que t'aies créé, mais en tout cas s'il y avait un événement à faire dans le freestyle, c'était celui-là. J'en ai deux. J'en ai deux et ils n'existent plus et c'était vraiment ouf. Il y a le Ian Olsen Invitational avec les différents formats qu'il y a eu. Parce que, à la fois la compète, à la fois le jugement vidéo. C'était génial. Et t'arrivais là-bas, Youn il t'accueillait, bon tu le connaissais et tout. C'était chez lui, hein, c'est ça. C'est vraiment chez lui, c'est sa maison et tout. Il te donne le pass pour l'événement. Tu sais, on te donne des trucs dégueulasses là, avec des cartons et ta photo. Lui, c'est une clé en or de différentes couleurs chaque année. Et en fait, avec cette clé, tu rentres partout. Aura, c'est chez toi. Genre, tu vas en soirée, tu vas en VIP, tu vas en machin. Et du coup, il savait mettre bien les gens, faire des gros kicks qui marchaient bien, des projets avec beaucoup de monde. Dis-toi qu'on a même jugé, que je jugeais sur l'événement là-bas, les compètes vidéo en live à la télé suédoise, en lendemain de Gueule de Bois, avec Piqué Under qui s'était pas réveillé pour venir en live à la télé. Enfin, tu vois, des trucs. Donc, très bon événement. Et l'autre qui m'a vraiment marqué, je continue d'en parler régulièrement, le mondial du ski. Non, mais les gars, on oublie celui-là. Celui-là, on l'oublie. Non, mais on n'a plus ça. Alors, on a essayé de le reproduire un peu avec Soch Big Air, High Five, tu vois, cet esprit-là, mais ça n'a rien à voir. On était sur les voitures, on traversait nus dans les deux Alpes en jetant de l'alcool sur tout le monde. Et là, tu fais ça, tu finis en tôle en 3 minutes. Franchement, je pense ceux qui n'ont pas vécu ça, et je parle vraiment comme un daron, mais le mondial du ski, c'était je sais pas combien de milliers de jeunes de 17 ans que tu balançais aux deux Alpes, qui faisaient n'importe quoi partout. Un parc sur le front de neige. Enfin, il y avait sur le glacier. Sur le glacier aussi et sur le front de neige. Sur neige, j'avais contesté. Parce qu'il y avait Thomas Krief qui avait 12 ans et demi et qui était déjà hyper fort. C'était vraiment, je pense, un truc qui a fédéré aussi la scène française du free-ski. Tu vois, je veux dire, amateur, tous les Grenoblois ils montaient, même dehors. Mais en fait, c'est fou. Moi, je me rappelle, j'étais à l'université, il y avait même des gens qui n'étaient pas du ski. C'était le week-end où tout le monde pouvait monter. C'est le week-end organisé par l'université pour skier en pré-saison pendant les vacances de la Toussaint. Et même les gens qui n'étaient pas du monde du ski, ils étaient là, c'est un week-end gratuit. En fait, c'était un week-end d'intégration aux deux Alpes.
sur le glacier, t'avais toutes les marques, les ski tests, t'avais les soirées. Moi, j'ai rencontré Tanner pour la première fois là-haut et c'était charmé, tu vois. Tu voyais Tanner Hall aux Deux Alpes en début de saison, quoi, tu vois. T'avais la police aussi. Ouais, mais c'était aussi vraiment la progression des skis freestyle à 2 chiffres, l'industrie qui s'emballe. Ouais. Puis Tanner était chez Rossignol, Rossignol était à Grenoble. Tu vois, il y avait un intérêt proximité avec la marque de le faire venir. Tu vois, Candide était là tout le temps. Enfin, tu vois, les gros étaient souvent là. Hein, Mais, tu vois. mais je pense qu'il faut quand même rendre aux Deux Alpes ce qui leur appartient et d'avoir cru en ça, d'avoir mis C'était, des moyens. C'était vraiment la Ouais. mec. À ce Aujourd'hui, moment-là, disparition par quoi. contre. Bah, aujourd'hui, Non, disparition totale, quoi. À part la avalanche. Le glacier, plus là, quoi. Ouais, aussi. Mais même aussi d'avoir fait un événement freestyle, alors Ouais. c'est dans leur intérêt aussi de promouvoir, d'avoir un parc l'été, mais rien qu'aujourd'hui, t'imagines, tu fais un événement freestyle au mois de juillet, Ouais. de ski, où Ouais. tu mets, je sais pas comment ça coûtait Ouais. à l'époque, le Taravana, Il y avait le Taravana, le Koumia. le Koumiyama, le Taravana, le Koumiyama, ça coûtait du fric quand même. Ouais. Tu vois, faire ça en place en mois de juillet, Non, aujourd'hui, c'est bon, ça, voilà. pas Mais... croisé, quoi. Et puis, petite touche perso quand même, parce que le Soch Bigard, ça a été complètement malade. En fait, moi, j'arrive, je fais des événements, mais ça a toujours été sur la neige. Ou avec le High Five, les films en dur, on a un cinéma, on fait venir des mecs. Ok, on a toujours. Gaylord, il y a 10 ans, enfin, même 10 ans avant qu'on fasse le Soch Bigard, il m'avait déjà pitché super longtemps, peut-être pas 10 ans, mais 8 ans avant, il m'avait dit ouais, on pourrait faire un Bigard sur le paquet et tout. La mairie, il l'explique dans plein de podcasts qui parlent, où la mairie l'avait envoyé bouler et tout, mais on en avait déjà parlé super longtemps avant. Et il s'avère qu'avec l'expérience, à force de discuter avec Ice et Gaylord, parenthèse, qui sont mes ex-associés pour Gaylord et mon associé d'aujourd'hui, Issam, mais en gros, on se dit, ouais, ça y est, c'est bon, on a les compétences, on a le réseau, on a les connexions avec la mairie, let's go, on part, on fait un Bigard en centre-ville. Mais en gros, cet événement, ça m'a demandé des compétences et des ressources physiques, mentales, que j'ai jamais pensé et réexploré derrière. Parce qu'en gros, t'imagines, on te dit, ok, tu peux faire ça, fais sur les Romains. En gros, c'est montre-nous que tu sais faire sur l'endroit le plus pourri. Oui, de la oui, planète. parce que la première année, c'est le Romain, ouais. Tu peux pas chercher, on te dit, ouais, les petits jeunes là, avec votre bonnet, vous faites les beaux là, vous avez votre Soch sponsor, vos trucs. Eh ben, on va vous donner un coin pour faire votre événement de Mickey là, et c'est les Romains. Gaylord, il m'appelle, il me dit, on a que les Romains. Oh là là. Parce qu'on avait demandé le paquet. Hein. Ouais. Je dis ok, j'y vais tout de suite. Donc je suis allé moi. Je suis pas à la base, je suis pas ingénieur structure quoi. Mais bon, j'ai des notions et tout, donc non mais quoi, j'ai fait un petit je suis allé avec un décamètre, mon gars, avec mon décamètre sur le parking des Romains J'ai des notions. et à voir si ça rentrait quoi. Triangle d'ocelle. J'étais là, mais vraiment, j'étais là avec un plan. Je faisais mon plan tout seul sur place. Hein. Je faisais mon plan, je calculais par rapport à la place pour passer les camions, pour machin, pour truc et tout. Et au final, ça rentrait. Tu vois, c'est rentré. Ouais. Ça a marché, moi, vraiment bien pour l'espace qu'on nous avait donné, quoi, on va dire, malgré la pluie, malgré tout. Et ce premier truc, on l'a fait. Alors, il y a eu du monde qui a bossé autour, mais sur place, on l'a fait à deux. Moi, je dormais dans les Algeco, j'avais ma maison là-bas. C'est mes parents qui l'ont fait encore derrière. Mes parents faisaient la bouffe pour tout le monde. On avait un Algeco cuisine, c'était mon père qui faisait à manger pour les Roumains qui faisaient monter l'échafaudage. Tu vois. Et je me suis retrouvé en chef de chantier. C'est genre, je suis pas chef de chantier, je me suis retrouvé à gérer au plus haut du truc 100 bonhommes sur machin, avec 30 Roumains qui mangent 4 fois par jour, des gars, des shapers de la Clusa, alors là, 2 GDP par jour, Il signe la feuille. et signage de feuilles. Mais du coup, je me suis retrouvé en chef de chantier. On a la spéciale dédicace à Alex et toute la team de H Concept là, mais il y a Kevin Croix qui était avec moi, qui m'a beaucoup aidé aussi. Mais genre, c'était incroyable de réaliser ça et où je m'en suis rendu compte, c'est qu'en gros, 2 jours avant qu'on lance l'événement, de nuit, on allumait déjà les trucs pour montrer au loin. Je revenais de l'autoroute de Chambéry et au loin, je voyais le Big Air, mon gars, en plein centre-ville d'Annecy, allumé. J'étais là, mais le truc de malade et tout. Donc on a fait ça. Et donc, ça se passe plutôt pas trop mal. On arrive à faire et tout bien. Ok, on nous donne le paquet. Chambé. Ok, c'est bon, on a l'espace, on fait ce qu'on veut. Let's go et tout, machin. C'est parti. Truc terrain de ouf pour faire le boulot et tout. Et puis, c'est un terrain où j'ai habité pendant 1 mois. Hein. Je suis pas allé une semaine d'événement, mais 1 mois. Pour planter les trucs, pour machin, pour tout construire. Comme petit gilet jaune et ton casque. Non, mais attends, l'histoire du gilet jaune, tu vas comprendre derrière l'histoire du petit gilet jaune. Et en gros, donc on monte ce truc, les mêmes mecs, mes parents qui font à manger pour encore plus de monde. Plus de Romains. Non, mais attends, on utilisait la cuisine de la piscine des Marquisas, piscine des Marquises à Annecy, pour cuisiner pour tout le monde, pour tout ramener. Mon père en tricycle avec le truc chauffant et tout, machin. Enfin bref, c'était chambé, tu vois. Les gens autour, ils adoraient l'ambiance et tout. Sauf que là, tu commences à prendre des risques, tu vois. Tu fais un gros truc. Genre, on
on finit de faire la structure. On finit de faire la structure en bois. Tu vois, tu mets une structure en bois sous le kick, sous la neige. On finit la structure en bois et tout. Et je dormais pas très loin. Et à 5h du mat, le vigile qui m'appelle, il fait faut vite venir, il y a un accident, il y a un problème et tout. Putain, t'es là, ouais. Bref, t'arrives sur place et tout. Vite, c'est sur la plateforme en haut. Quoi. Je fais, qu'est-ce qu'il y a ? Bah, vite, il y a 2 meufs et tout. Je fais, d'accord. On monte et là, il y a une meuf qui avait la jambe en équerre, comme ça, à 5h du mat, allongée avec une couverture de survie. Les meufs, elles avaient cru que c'était un toboggan. La meuf, elle est arrivée en haut, ça fait 40 mètres. Elle a vu une pente, elle s'est dit, tiens, ça serait marrant de glisser comme un toboggan. Sauf que en bas, pour retenir la neige, t'as un tasseau. Pour retenir la neige, elle a pris le tasseau dans la jambe. On a eu de la chance parce que, pas le dos, pas machin. Tu vois, puis au début, et dites-vous que pendant 5 jours derrière, 4 jours d'affilée, j'ai refait la scène avec les flics, le procureur, le parti civil, pour refaire la scène, pour voir d'où venaient les problèmes. Alors que t'as l'événement. Alors que j'ai l'événement à côté, et à la même heure, hein, tous les matins, à 5h du mat, pendant 4 jours avant l'événement. Donc ça passe, le procureur se rend compte qu'on n'avait pas fait d'erreur, il ne la met pas, tout va bien, la meuf elle est à l'hôpital, tout va bien, machin. Passe ces 4 jours, là on a refait tous les matins, et le dernier jour c'est le test du kick pour la première fois. Tous les riders étaient en bas sur le knoll. Tu vois, c'était le premier test, ils étaient tous arrivés, et tout le monde regardait le mec qui allait tester en premier pour voir si ça passait, parce qu'on avait des premiers entraînements le soir. Et là Dadou il fait un premier saut, ça passe pas, donc là il remonte. Et en même temps qu'il remonte, derrière lui, il y a un gars qui débarque en haut en gilet jaune, orange, je sais plus quelle couleur, mais en gilet de chantier, avec un harnais, tu sais, les full harnais de sécurité qui te prennent les épaules et tout, et qui débarque comme ça, puis qui arrive en haut de l'ascenseur, tu vois, puis il y a plein de gars qui bossaient autour, qui faisaient les lights, l'électricité, le truc, bon, il y a du monde qui bosse. Puis tu sais, je le regarde, je me dis, bon, il fait ça, puis là, Dadou et tout, il va pour... Alors c'était comment, on discute, puis je retourne la tête, puis je vois que le gars, il est toujours là, pas bougé, pas actif, pas rien, quoi, tu vois. Je fais, c'est chelou quand même. Donc je vais le voir. Je lui dis, mec, mais en fait, tu bosses pour qui là ? Et là, le gars, il s'active, il me regarde, il sort un casque de son sac avec une GoPro dessus. Il se le met sur la tête et il part en courant en jetant le sac. Et il grimpe sur l'échafaudage. Et là, tu sais, sur le moment de l'action, en gros, j'ai fait, non mais le gars, il va sauter et tout. Donc je lui saute dessus sur l'échafaudage. Et avec l'adrénaline, parce que le gars, il allait sauter, il allait se buter. Enfin, tu sais pas, tu vois. S'il meurt, moi là, je vous parle pas aujourd'hui. Hein. Et genre, avec l'adrénaline, je l'ai mis en bas et je l'ai shooté. Tu sais, je l'ai défoncé. Et je lui ai dit, si tu veux mourir, je te tue. Je lui ai vraiment dit ça. Je te coule dans le lac. Si tu veux, on va maintenant. Et lui, c'est un mec, il a fait un blog derrière, machin. Il dit, un des organisateurs a voulu me tuer et me couler dans le lac, tu vois. Mais vraiment, ça y est sur YouTube, hein, c'est véridique et tout. Il voulait faire quoi du coup, lui ? Il voulait sauter en base jump. Ah ouais. Mais il y avait Lolo Favre aussi qu'il avait chaud. C'était pas Lolo Favre Non, il était en haut avec moi, il m'a retenu Ouais. pour que j'arrête de le marave. Mais j'avais tellement d'adrénaline, tu sais, j'avais juste envie de le. Je vais pas en prison à cause de toi, quoi, tu vois. Enfin, du coup, cet événement se passe, 40 000 personnes. Malade, ambiance de ouf. Il n'y a pas beaucoup de big air où il n'y avait pas de concert. Parce que d'habitude, les big air en ville, il y a toujours des concerts pour attirer du monde. Les big air en ville, il n'y a pas de concert, généralement, ça attire pas beaucoup de monde. Mais dès qu'il y a des concerts, c'est Noir, Achour et tous les city big air qu'il y a aujourd'hui, c'est tout lié au concert. Nous, il n'y avait pas de concert. Il n'y avait rien à côté. On a fait 40 000 personnes. C'était chambé. Mais au final, l'événement s'était super bien passé. On avait fait des gros chiffres. On te lancera pas sur le high five d'aujourd'hui parce que je pense que ça fait mal. Ah, je pourrais quand même aller. On peut parler un petit peu de cet événement qui est plus un événement. T'as 3 minutes et après, allez, on fait le tu préfères et on clôture. Et juste, c'est quoi à peu près le budget pour monter un big air urbain à l'époque, on avait 1 million. 1 million en sponsor à aller chercher, quoi. Ouais, et en plus, comme on n'avait pas le droit de faire payer l'entrée, parce que d'Annecy nous a imposé ça. En fait, on n'a jamais été dans l'idée de faire de l'argent avec ce big air. C'était une vitrine pour le high five, pour plein de trucs. Et en gros, si tu veux, parce que la mairie nous a dit, nous, on est déjà bien gentil de vous donner le paquet, alors vous faites gratuit pour tout le monde. On leur a dit, mais vous vous rendez compte, il n'y a aucun événement qui survit sans faire payer un minimum une entrée, tu vois. C'est très compliqué en événement de cette ampleur gratuite. Et on avait même émis l'idée de mettre une boîte, donner ce que vous voulez, tu vois. À tel point, on était là, en fait, on ne veut même pas faire payer 20 balles les gens. Aujourd'hui, à Chour, là, au Big Air à Chour, je suis un peu loin du micro. Au Big Air à Chour, tu payes 100 balles l'entrée, la soirée. Et nous, on faisait 2 soirs. Il y avait ski snow. Tu t'imagines, aujourd'hui, on le ferait à la limite encore, on en ferait encore. Mais ouais, c'était 600 000, je crois que c'était 600 000 de Soch et puis après d'autres partenaires autour. Quoi. Bon, allez, 1 minute 30 sur le high five. Vas-y. Non, mais je suis pas là pour cracher du venin et tout. Ah, mais si. Bah, si. Alors, est-ce que je me mets en mode Deli Frisky 2010 et que vous allez, j'espère, ressembler dans le futur ou après, ou est-ce que je me mets en Deli Frisky 2025 et je fais un peu de politique ? Non, mais
Non, mais je suis obligé aussi. Mais en fait, ce qui rend fou, c'est pas, c'est de voir ce que c'est devenu. En fait, quand tu as tellement passé de temps et tellement investi de ta personne et de ton réseau et tes connexions pour amener un événement au niveau où il était, qui était unique au monde, j'ai pas à cacher les mots. C'est vraiment, c'était unique au monde. Pour avoir fait tous les événements de ce type à travers la planète, on avait le seul endroit où tu pouvais retrouver tous les meilleurs skieurs du monde en film, en compétition, à un endroit qui présentait 100 films pendant le week-end, qui avait des awards où tu attirais toute la communauté, les marques, etc. Et aujourd'hui, c'est devenu un truc, c'est la fête à pain. Enfin, franchement, là, vous allez voir, hein, il n'y a pas de village cette année. Il n'y a que les séances de ciné. Et en gros, ils comptent sur les marques pour activer dans leurs magasins. Mais en fait, donc du coup, je sais pas quand le podcast va sortir, on en reparlera, mais Pour les grands week-ends. si on avait voulu, non mais si on avait, non mais si on avait voulu détruire le high five, on l'aurait fait. On aurait fait un high five bis en parallèle. Le truc, il aurait été mort en une semaine. Tout le monde serait venu et tout. Henrik, qui vient depuis que ça existe, il avait pas manqué une seule édition. C'est la première fois qu'il manque, c'est l'année dernière. Tu vois, parce qu'on n'est plus dedans, parce qu'on bosse plus dedans, etc. Et aujourd'hui, c'est vraiment dommage d'amener un événement qui était aussi important pour la communauté. Encore une fois, c'était pas un événement où on fait de l'argent. Ça n'a jamais été. Que ce soit le Big Air, le High Five, le truc, ça n'a jamais été ça. C'était un lancement de saison pour une communauté. On essayait de tous payer nos frais grâce à ça. Mais par contre, ça n'a jamais été en mode on fait de l'argent. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, on le transforme pour faire le moins de coups possible, pour en gagner le plus et continuer de tuer un truc. Après, on ne peut pas non plus tout détruire. Ils ont ouvert le truc à la multisport. Je trouve ça très bien parce qu'il y a d'autres disciplines qui nous touchent, nous, en tant que pratiquants dans les montagnes et tout, que ce soit le VTT, le vol, la natation, peu importe, le skate et tout. Je trouve ça vachement bien qu'ils aient réussi à l'ouvrir et je pense qu'il y a une vraie communauté pour ça. Par contre, derrière, ils ont tué le concept de l'événement. Et en gros, typiquement, on se projette, nous, à faire un événement aujourd'hui, quelques semaines après, dans Annecy, en mode, on le fait avec du corps, mais les gros corps qui sont devenus gros, pour ramener un truc intéressant et sans se dire, ouais, faut qu'on active avec les marques en ville ou j'en sais rien. Enfin, il n'y a pas besoin de ça. Et en fait, on a besoin de ces rassemblements. Tu parlais du mondial du ski. Ce qui crée aussi le fait que cet événement était top, c'est qu'on se rassemblait à cette date-là. On savait qu'on venait tous et qu'on allait tous se voir. Les poteaux des Alpes du Sud, des Pyrénées, de la Suisse, etc. Tu vois, ils allaient tous là-bas. Et à la fin de saison, le road gap du Galibier aussi, un peu dans Exactement. le Le road gap du Galibier. Ouais. terminer la saison. Il y a aussi ça qui était Parler plaisir un à peu de faire. Marianne, quoi. Tu es obligé de mettre ça, quoi. C'est pas en Non, Marianne. mais sérieux, C'est pas. quoi. Petit tu préfères, pour terminer, on te pose une question et tu réponds du tac au tac. J'attaque. En tant qu'ancien juge, tu préfères le style de Maxime Chablose ou Mathis Fornacier? Oh là là. Ouah, si on juge le style, là, je les mets à égalité. Je peux pas choisir, les gars. Là, c'est 0. Là, vous m'avez pris ce qu'il y avait de plus dur à différencier, quoi. Vous me rajoutez André Raguetli et Fabien Bosch, c'est bon, c'est terminé. Le combo gagnant. Allez, BNI ou Nine Night? Bien, ils sont 1000 fois. Et Issam ou Gaylord? Ouah, la question, les gars, c'est un sérieux. Bon, clairement, Ice. Tu vois, Ice, on passe beaucoup de moments ensemble et on a eu beaucoup plus de moments de déconnade, tu vois. Donc, voilà. Ouais. Rancho ou Bon Appétit? Oh là là, vous êtes vraiment des bâtards. Pierre Guyot. Bon appétit, parce que clairement, il y en a qui est pas savoyard. Donc je peux pas. Ah ouais, d'accord. Et non, mais non, les autres sont des belles villes, c'est la famille, tu vois. Donc non, c'est pour ça, c'est tout. Ouais, Pierre Guyot s'en était bien sorti à cette question. J'avoue. Dernière, Henrik ou Phil? Phil. Ah ouais? Eh ouais. Vas-y, développe. Franchement, tu t'assois sur un bord d'un snowpark, tu mets les deux dans un snowpark et tu les regardes rider. Et avec d'autres, hein. Et franchement, tu regarderas des Phil, c'est celui que tu as envie d'être. Tu as envie de rider comme lui. Le moindre petit truc, il va jouer avec, il va le faire de manière smooth, les bras ils sont pas en l'air, il est incroyable. Pour moi, aujourd'hui, il y a un jeune qui a un talent comme ça qui s'appelle Daniel Barrer, Danny B, là, Bidan sur les réseaux là. C'est des touchés de neige comme on peut le voir avec Candide. Candide, c'est le meilleur skieur de la planète parce qu'il a ce toucher qui est personne n'a. C'est juste incroyable de le voir skier. Et ben là, c'est pareil. Phil, tu t'assois à côté d'un parc ou en street ou peu importe, tu le regardes, tu fais. Moi, j'ai envie de rider comme lui, quoi. Tu vois, même si les autres ils sont très bons et très stylés, mais lui, t'as envie de faire comme lui, quoi. C'est incroyable. Ok, on finit avec cette ode à Phil Casabon. Merci Raph. Merci à vous, les gars. C'était cool, merci. Ciao. Merci d'avoir écouté Daily Free Ski Podcast.
Pas la peine de te faire chier à mettre des notes, ni t'abonner à notre compte Insta. Va manger tes morts. Génial! Je te remercie! Oh, t'es vraiment un sale petit con, hein! Putain, mais c'est dingue!